Hello tout le monde, je crois que je suis connectée. Dites-moi si vous me voyez et si vous m'entendez comme d'habitude. Le premier ou la première qui est connecté me fait un petit signe si ça va. Voilà, donc j'attends le premier le premier signe de bienvenue. Voilà, dites-moi si c'est ok pour vous. Je vois que des personnes sont en train de se connecter. Bonjour Delinda, bonjour Angelica, bonsoir Sylvie, bonsoir Léa, bonsoir Karel, bonsoir Morgane. Bienvenue dans ce nouveau live qui est maintenant une habitude. Du coup puisque je le donne un mercredi sur deux, et le premier live d'une nouvelle situation un petit peu compliquée, comme on est en train de la connaître, hein, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu compliqué de nouveau. Donc voilà, et on est de nouveau coincé le soir, et du coup voilà. Oui, on me voit, on m'entend. Nickel. Nickel. Bonsoir, bonsoir, Morgane, Sylvie, Brittany, Jennifer. Bonsoir, Marianne. Bonsoir, KM. Bonsoir, Karel qui dit bonjour Lucie, bonjour le chat. Oui, chez moi, il y en a toujours. Bonsoir Cécile, Aurore, Steph, bonsoir Lorraine, bonsoir Cyril. Bienvenue, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour que on puisse passer de nouveau un petit moment pour discuter métier d'écrivain, travail d'écriture, bref, autour de notre passion, hein, que on puisse échanger dessus. Bonsoir Fanny, bonsoir Lova. Bonsoir Margot. Installez-vous confortablement. Je meuble encore quelques minutes pour laisser le temps aux gens de se connecter et de s'installer, voilà, bien comme il faut, de prendre un verre d'eau ou un café ou un verre de vin ou plus si affinité, je ne suis pas là pour juger. Donc voilà, on va papoter un petit peu de tout et de rien. Et bien sûr, comme d'habitude, hein, moi je commence à parler et puis je suis surtout là pour répondre à toutes vos questions. Hein. Enfin, moi voilà, ces lives, je les fais d'abord parce que j'apprécie de passer un moment avec vous pour échanger, surtout que je commence à en connaître certains et certaines pour les croiser dans les promotions de devenir écrivain, du coup, dans les formations. Et puis d'autres, je les reconnais parce que vous nous suivez sur les réseaux sociaux, que ce soit l'Institut Guerrier littéraire ou ma page Instagram. Donc du coup, je suis toujours ravie. Mais voilà, je fais ces lives aussi parce que mon idée étant toujours la même. Si je peux vous débloquer, si je peux vous aider, si on peut débloquer des choses, faire jouer le réseau entre nous, c'est vraiment l'essentiel et c'est le cœur et la logique de ces lives. Donc voilà, donc c'est surtout pour ça, donc faut pas hésiter. Donc voilà. Ah, Pestialis. Bonsoir Alice, qui est une très bonne amie et que je n'ai hélas pas vue depuis longtemps du fait de voilà de tout ce qui se passe et qui me manque terriblement et qui a la gentillesse de venir me faire un petit coucou. Donc pour ce live et qui me dit et plus si affinité avec un verre de vin courageux. Donc voilà. Bonsoir Blandine, merci de me faire le plaisir d'assister à mon nouveau live. Donc qui est-ce que je n'ai pas salué? Bonsoir Quentin, bonsoir Rosalie, bonsoir Elodie, Sylvie, bonsoir Amanda. Alors il y a des élèves de la promotion en cours de devenir écrivain qui donc visiblement n'en ont pas assez des lives puisqu'ils se tapent les lives supplémentaires. Alors pour ceux qui sont abonnés à notre newsletter, si c'est pas le cas, n'hésitez pas, on raconte plein de petites choses le vendredi, ou ceux qui du coup ne reçoivent pas nos messages parce qu'ils filent dans les spams, je sais qu'on a ce problème et cette difficulté. Le sujet, le coup d'envoi que je voulais aborder ce soir, bah, ça fait suite. Je pense que, sauf si vous vivez dans une grotte, et vous avez le droit de vouloir vivre dans une grotte, très honnêtement, et de ne pas en sortir, mais normalement,
Vous avez tous vu ces images très violentes. Moi, j'ai trouvé, on est d'accord que c'est toute proportion gardée, il y a des images bien plus violentes que celle-là, hein. On est d'accord que c'est dans le contexte de l'écriture et du métier d'écrivain, bien entendu. Mais cette polémique qui a fait rage entre les libraires et les grandes surfaces et qui a abouti suite à la décision de fermeture et de confinement de la plupart des commerces, dont les libraires, a conduit aussi au retrait des points de vente de livres dans les grandes surfaces. Et du coup, évidemment, ça a fait polémique parce que le propos, je pense que je ne fais pas d'analyse de Francis Hou, enfin peut-être un peu, mais en tout cas, ils l'ont largement évoqué. L'idée des libraires, c'était pas d'empêcher toute forme de vente des livres, mais c'était de pouvoir rester ouvert, tout comme les bibliothèques, etc. Et d'ailleurs, pour rebondir sur la thématique que je voulais aborder avec vous pour qu'on en discute, mais pas que, hein, on abordera tous les sujets qui vous viennent à l'esprit. Je vous raconte un peu ma vie, mais je suis allée faire les courses dans une très grande surface aujourd'hui. D'habitude, c'est pas quelque chose que j'affectionne, mais il s'avère que pour certains produits, je suis obligée d'aller dans cette grande surface. Bref, pourquoi est-ce que je vous donne cette information-là? C'est parce que c'est un hypermarché et à l'intérieur, il y a un très gros rayon librairie, pas que, il y a Edifi, etc. Bon, bref. Mais il y a un énorme rayon librairie que je fréquentais aussi parce que beaucoup de mes livres sont souvent mis en tête de gondole, ce qui me fait toujours plaisir. Je prends des photos, je les envoie à ma mère, ça lui fait plaisir. Bref, et du coup, là, ça a été très perturbant comme expérience parce que quand je suis arrivée, il y avait vraiment, alors je suis sûre que ça porte un nom, hein, mais ça m'échappe. Vous savez les grands scotch bariolés qui étaient mis en travers, on aurait dit ceux d'une scène de crime, qui doivent certainement avoir un nom très spécifique, mais il m'échappe. Et c'était vraiment ça, c'était en travers, alors des rayons de librairie, pas que, hein, il y avait d'autres rayons, il y avait le rayon des colorations pour cheveux qui était entravé, mais alors par contre celui du maquillage non. Il y avait celui des vêtements pour adultes qui était interdit, mais pas celui des rayons des vêtements pour enfants. Bref, donc ce qui était surtout, moi j'ai trouvé en tant qu'auteur, encore une fois, hein, je suis pas du tout en train de dire que c'est une image d'une violence inouïe, mais pour ce qui est de notre thème, qui est l'avenir des auteurs, le métier des auteurs. J'ai trouvé, moi, que cette image de scène de crime, là, de scotch mis en travers et barrant l'accès à tous les livres comme s'ils étaient... Merci, Alice, de la rubalise. Merci. Heureusement qu'Alice est là. Alice, elle a notre minute culture générale. Merci. Tu ne bouges pas, Alice. Tu restes ici parce que j'ai pas fini de sécher sur les mots, je sens ce soir. Et du coup, c'était une image très violente parce que moi, ça m'a tout de suite fait penser, vous savez, à l'œuvre Au nom de la rose, où voilà, enfin, c'est pas que, hein. D'ailleurs, il y a eu au cours de l'histoire de nombreux bouquins qui ont été empoisonnés et qui ont servi d'armes à des fins politiques, mais aussi à des fins de fiction dans le même genre. Et moi, ça me faisait penser ça, le livre qui est mis de côté, qui devient d'une dangerosité incroyable. Et suite à quoi, on a eu une grande discussion avec Dimitri Pavlovski, qui est, vous le savez, si vous nous suivez, notre éditeur partenaire à l'Institut des carrières littéraires, et qui est aussi le patron des éditions de L'Homme sans nom, et qui m'expliquait, qui me parlait, qui me donnait son ressenti d'éditeur, lui, mais pas que, sur l'impact des décisions qui sont prises sur toute la chaîne du livre. Et voilà. Et du coup, c'est toute cette réflexion qui m'a fait dire, il faut quand même qu'on en fasse un peu un live parce que on va pas se mentir, on est dans une période qui, pendant quelques temps, puisque encore une fois, rien ne dure, le bon comme le pire, rien ne dure, on est d'accord, surtout quand on étudie un peu l'histoire, hein, c'est pas la première fois que les artistes sont malmenés, puisque par définition, lorsque on vit une crise majeure, économique, sociale, politique, etc., évidemment que la culture et les travaux artistiques sont évidemment mis de côté, hein,
pour le coup. Mais voilà, c'est quelque chose qui reviendra quoi qu'il arrive, mais pendant quelques mois, voire à mon sens 1 ou 2 années. Hein. Je sais qu'il y a des auto-édités, Blandine typiquement, il y a des auto-édités qui sont connectés ce soir. Et d'ailleurs, je serais curieuse d'avoir leur ressenti, mais sur la question du business du livre qui nous impacte, puisque nous, c'est le cœur de notre métier, pour le coup. Et je pense qu'il y a des choses qui vont devoir s'adapter, et les adaptations qui sont faites à l'heure actuelle, du coup, vont, je pense, avoir des impacts sur le long terme. Et la question qu'on peut se poser, ça sera d'ailleurs le sujet du podcast Avenir de cette semaine, c'est la question autour de l'avenir de notre métier, parce que j'ai eu des jeunes auteurs, des aspirants auteurs qui veulent se lancer dans l'écriture et qui me disaient, bah oui, mais le problème, c'est que le contexte est fait de telle façon que est-ce qu'il y a encore un avenir pour les auteurs? Est-ce qu'on a encore des raisons de vouloir continuer et de persister dans ce métier? Et espérer pouvoir gagner notre croûte avec ce métier. Donc voilà, c'est une question que je soumets aussi à votre analyse, hein, et qui est pour le coup lancée aussi. Je regarde s'il y a des petites questions. Ah, Syl, Lucie, tu es trop belle, d'habitude déjà, mais ce soir tout spécialement. Merci, c'est les rôles des années 40 tout de suite, bon, j'ai vendu mon âme hein, pour les réussir ces machins, voilà, c'est toujours compliqué, mais c'est tellement gentil ce que tu dis. Elodie qui dit je travaille dans un supermarché, ça c'est hyper intéressant et en effet on a bien galéré à entraver les rayons livres, textiles, électro. Oui, bah oui. C'est étonnant hein, d'ailleurs comme c'est différent d'un point de vue à l'autre parce que le rayon électro était ouvert dans mon enseigne, mais bon là ça après j'imagine qu'il y a peut-être un peu de souplesse selon une enseigne qu'un autre du coup. Lorraine, en Belgique les librairies sont considérées comme des commerces essentiels. Ben, pour qui aime lire et qui aime écrire, hein, je vais pas te donner tort. Moi, je pense que au contraire, et du coup, ça me permet d'enclencher ma première idée, c'est que dans un contexte où c'est très compliqué, que le contexte est très anxiogène, qu'on n'a pas de contrôle sur l'avenir et sur tout un tas de décisions qui s'imposent à nous, en fait, et sur lesquelles on n'a évidemment aucun contrôle. Moi, je pense que pour éviter que la période devienne complètement aliénante et que des périodes où on est peut-être un peu plus fragile et que certains tombent dans une dépression, au contraire que le vecteur artistique, quel que soit le support que vous aimez, la musique, les séries, le cinéma, la lecture, c'est la bouée qui permet au contraire à une population de trouver de l'évasion là où elle ne peut plus en avoir. Très clairement dans un contexte où la liberté est entravée et d'une certaine manière, en ce moment, notre liberté d'aller et venir et d'activité, elle est entravée. Alors, bien entendu, vous allez me dire, on a connu tellement pire au cours de l'histoire, bon, ça c'est une évidence, mais il n'empêche que notre génération, j'entends celle qui est née à partir des années 70, hein, on n'a jamais vécu de contraintes étatiques qui atteignaient directement, majoritairement et sur la totalité du territoire national, qui atteignaient notre liberté au moins d'aller à venir et notre liberté d'exercer certaines activités, typiquement sortir le soir, se réunir, faire des anniversaires dans des salles des fêtes, etc., etc. Et ça, notre génération, elle n'a jamais vécu ce type de contrainte. Et moi, je pense que dans ce contexte-là, quand on ne peut pas exercer son imagination, sa liberté et ce qu'on a envie de faire, son indépendance comme on veut, on peut le faire dans l'imagination. Et l'imagination, on est d'accord qu'elle est nourrie, elle est stimulée par le vecteur et les canaux artistiques. Que ce soit de la musique, la contemplation d'une sculpture, d'une peinture, une série sur Netflix ou équivalent, et évidemment des romans audio et des romans qu'on peut lire. Alors ça, c'est une évidence. C'est la raison pour laquelle l'art n'est jamais mort, malgré le siècle de la terreur, malgré les deux guerres, malgré tout ce qu'on a pu connaître d'effondrement et de reconstruction au cours de l'histoire. L'art n'est jamais mort pour cette raison-là. Par contre, il évolue à mon sens. Et c'est la raison pour laquelle, en première réponse que je donne à mes jeunes élèves dans les formations de devenir écrivain qui viennent me voir et qui sont à juste titre un petit peu angoissés,
il y aura jamais la mort de l'auteur, en fait. Le livre, parce que il propose une évasion, en fait, il propose un voyage que tout le monde peut faire, qu'on soit coincé chez soi dans un fauteuil roulant, qu'on soit alité dans un hôpital, ou qu'on soit tout à fait en bonne santé, mais tout simplement empêché de sortir et de voir les siens. On retournera toujours vers le livre. Et ce n'est pas parce que on vit dans une époque où il y a eu une explosion de l'image à travers le cinéma, Netflix, Amazon Prime, Disney, enfin tout ce qu'on peut imaginer, qu'on est donc submergé, et puis Internet évidemment, qu'on est submergé par l'image, que le mot ou le son vont disparaître. On aura toujours besoin d'audiobook, on aura toujours besoin de lire, parce que c'est un autre type de vecteur d'imagination qui se juxtapose et qui s'additionne à celui de l'image. Et je pense que c'est cette combinaison de stimulation de tous les sens, que ce soit visuel, que ce soit auditif, que ce soit au niveau de l'esprit, etc., qui permet cette porte de sortie. Donc s'il y a bien une chose dont je suis sûre, c'est que l'avenir des auteurs, de toute façon, il est garanti pour cette raison, pour cette raison-là. Et du coup, par contre, moi je pense qu'il y a, encore pendant quelques mois et au moins une ou deux années, il va y avoir des changements dans la chaîne de production du livre. Et donc comme il y a des changements dans dans la chaîne de production et de publication du livre, forcément il va y avoir un impact sur la carrière des auteurs, et qu'il est à mon sens important d'aborder pour ceux d'entre vous qui envisageraient de se faire publier, d'être publiés, ou pour nous, auteurs confirmés pour le coup. Alors, Morgane qui nous donne un petit article sur un contrepoint intéressant de certains employés de librairie. Donc ça, c'est super intéressant, hein, envoyer les liens. Blandine qui dit « Il est vrai que les auto-édités sont moins touchés grâce aux livres numériques qui représentent une majeure partie de nos ventes. Beaucoup de libraires tentent le click and collect. C'est une idée pour ne pas dépérir. Je pense que cela remet aussi en question le statut actuel de l'auteur et effectivement de la chaîne du livre dans son ensemble. » Eh bien, je suis complètement d'accord avec toi, Blandine, et ça me permet de rebondir sur, quand je parle de certaines mutations du livre et de la façon de vendre le livre, c'est que avec les soubresauts économiques, il y a des canaux de publication et de vente du livre qui vont avoir un peu du mal et qui vont mettre un peu de temps à se remettre de ce qui se passe. Je pense notamment aux petites et moyennes maisons d'édition qui comptaient énormément sur leur présence en salon. Alors, pour ceux et celles d'entre vous qui ont l'habitude, ou qui avaient plutôt l'habitude, de fréquenter les salons littéraires. Alors, je vais citer les Imaginales, évidemment Livre Paris, les Quais du Polar, enfin bref, il y en a énormément. Beaucoup de petites et moyennes maisons d'édition, puisqu'ils ne peuvent pas avoir la puissance commerciale des très grandes, avec des publicités en 4x3 dans le métro, et puis des sponsorings sur Amazon et sur les réseaux sociaux de fou. Bref, ils ont joué la carte de la proximité et de la communauté en se créant une communauté de lecteurs, donc une communauté de clientèle. Et pour ce faire, il n'y a pas 36 solutions, c'est de fréquenter les salons et d'avoir une approche et un relationnel direct avec le lecteur en faisant des systèmes vous savez, d'inédits ou d'avant-première pendant les salons, et en faisant surtout dédicacer les auteurs, parce que c'est ce qui fait venir les lecteurs dans ces salons du livre, c'est la possibilité de rencontrer leurs auteurs fétiches et de découvrir évidemment de nouvelles plumes. Et beaucoup de petites et moyennes entreprises faisaient une grande partie de leur chiffre d'affaires en présence en salon. Clairement, ces petites et moyennes maisons d'édition, c'est quand même sur le marché le gros du canal pour se faire éditer quand on démarre en étant auteur. Je vous dis pas que en première publication vous n'allez pas décrocher Albin Michel, HarperCollins, J'ai lu, tout ce qu'on peut imaginer, Hachette par exemple, mais
Voilà, c'est beaucoup plus rare d'abord parce qu'il faut atteindre la bonne personne dans ces super structures et il faut que cette bonne personne, elle vous lise. C'est beaucoup plus facile, entre guillemets, d'avoir un contact direct avec les petites et moyennes structures. Elles sont beaucoup plus dans la logique de découverte de nouvelles plumes plutôt que de récupérer des auteurs qui ont déjà eu un antécédent de vente, qui ont déjà cartonné et que les grosses maisons d'édition veulent récupérer. En gros, c'est un peu, allez, je tente la métaphore sportive, c'est un peu comme les clubs de foot en plusieurs divisions. Les gros clubs, oui, certes, ils aiment bien découvrir des jeunes talents, mais enfin, c'est quand même mieux quand d'autres clubs de moindre importance ont déjà fait le boulot pour eux, ont déjà découvert des jeunes talents, et que du coup, il suffit d'allonger un gros chèque pour récupérer le jeune talent qui a déjà été découvert, parce que bien sûr, le risque de départ a été pris par la moyenne le moyen club sportif. Bah, c'est un petit peu pareil là aussi. Et donc, ce que je veux dire, c'est que l'un des plus gros canaux de publication et d'édition pour nous, jeunes auteurs qui démarraient, donc sans gros antécédents de vente derrière, sont en très grande difficulté, là, pour le coup. Donc, ça va se gripper. Très certainement, beaucoup d'entre elles vont soit arrêter leur activité, soit vont être obligées de s'adapter autrement. Et donc, Blandine, tu dis très justement que les auto-édités sont un peu moins touchés grâce aux livres numériques. Et bien voilà, l'un des vecteurs très clairement, hein, c'est les éditions numériques. Donc la grande différence, ça va se faire entre les maisons d'édition qui avaient déjà une politique plutôt très proactive sur l'édition numérique, voilà, et qui vont du coup beaucoup tabler sur les coffrets en numérique, les offres en numérique, les promotions, les concours, etc. Je pense notamment à une maison d'édition que je connais bien qui s'appelle MXM, qui a fait le choix assez tôt d'ailleurs, hein, a fait le choix de tout tabler sur le numérique et c'était une maison d'édition qui était extrêmement présente en salon. Donc je pense, j'ai pas mis le nez dans leur compte évidemment, mais je pense qu'une grosse partie de leur chiffre d'affaires était réalisée en salon, très clairement. Donc quand tous les salons ont été annulés, je pense que cette maison d'édition a eu chaud aux fesses, à mon avis. Et elle a été super futée, moi je trouve, de tout de suite être très proactif sur leur offre numérique. Et moi je pense que c'était le virage qu'il fallait faire. Et tout ça pour vous dire que il y a ça qui fait que ça va nous sauver nous en tant qu'auteur, parce que tant qu'on est auto-publié, tant qu'on est publié en numérique, on peut continuer de vendre et d'avoir des antécédents de vente et de continuer de signer avec ces maisons d'édition qui vont faire leur beurre sur l'édition numérique. Mais, et ça j'insiste encore et je vous le dis à chaque fois, mais l'avenir des auteurs et du métier d'écrivain, c'est un avenir au minimum hybride, moi je pense, et j'en suis persuadée, et je peux vous citer une dizaine d'auteurs qui en plus pour le coup sont même pas auto-publiés, parce qu'on pourrait dire oui, mais tu connais des auteurs auto-publiés, évidemment elles vont pas te dire que c'est horrible l'auto-publication, certes, mais je peux citer plein d'auteurs qui ne sont pas du tout auto-publiés et qui en sont quand même persuadés que l'hybridation pour nous, parce qu'on va avoir la possibilité de publier en numérique, et je vais même aller plus loin, vous avez aussi la possibilité, ce que ne font pas du tout les éditeurs actuellement, hein, pour le coup, mais vous allez avoir la possibilité de vous tourner vers l'audiobook. Et là, alors pour le coup, ça n'engage que moi, je vous le livre à votre analyse, hein, réagissez sur ce que je dis. Moi, je pense que le nouveau canal de vente et de publication des livres, ça va être l'audiobook. Ça explose aux États-Unis, ça explose au UK, ça explose dans d'autres pays. C'est encore un peu timide en France parce qu'on a toujours 3 trains de retard sur ce qui est de la politique du livre. Mais je pense que ça va exploser. Je peux me tromper, mais je pense pas. Je pense que l'offre audiobook va exploser, ça j'en suis persuadée. Et alors le gros avantage, c'est quand vous êtes auto-édité, et ben vous pouvez du coup passer, enfin vous pouvez créer votre audiobook. Et vous n'avez pas besoin d'être publié par un éditeur pour pouvoir créer votre audiobook. La seule chose, c'est que ça a un coût. Ça c'est certain. C'est-à-dire autant le e-book, ça vous coûte quasi rien sur Amazon et équivalent, parce que ça va vous coûter une couverture, enfin bon voilà, mais ça va pas vous coûter grand-chose. Par contre, transformer votre manuscrit en un audiobook, là ça a un coût. C'est sûr. Et plus vous voulez quelque chose de léché, si vous voulez des voix masculines,
les voix masculines sont plus chères, ne me demandez pas pourquoi. Ou si vous voulez 2 voix, par exemple, bah, tout de suite, c'est 2 000, 3 000 euros, 4 000 euros, selon là où vous le faites. Mais voilà, c'est un coût, mais c'est tout à fait possible. Et donc voilà, et ça, c'est pour aller dans le sens, donc mais bien sûr que non, notre métier, il évolue, comme tous les métiers artistiques, mais s'il y a bien une chose dont je suis sûre, c'est que le métier d'auteur, il a de l'avenir, hein. Ça, c'est certain. Alors, je regarde un peu les questions, hein. Clara, coucou Lucie, tu penses que ça aura des répercussions sur les éditeurs, que ça les rendra plus frileux? Je m'apprête à envoyer mon premier roman en maison d'édition et je me dis que je devrais peut-être attendre un peu. Oui, Clara, à mon sens, attends un petit peu. Ne serait-ce que parce que là, on est dans une optique de, on ne sait pas trop quand est-ce qu'on va, euh, euh, quand est-ce qu'on on va euh, déconfiner, hein. Donc ça c'est le problème. Donc moi je serais toi, j'attendrai un petit peu. Attends, on est à la fin de l'année là, je pense que tu n'es plus à 2 mois près. Attends un petit peu. Mais pour rebondir sur ce que tu viens de faire, il y a un moment, les éditeurs, ils vont avoir besoin de choses à vendre. Parce que le propre d'une maison d'édition, c'est de vendre. Alors quand elles auront fini de faire des rééditions de succès, des coffrets de succès, de rééditer des succès, elles vont avoir besoin de nourriture, hein. Donc parce qu'elles ont besoin de reconstituer leur stock pour pouvoir faire leur chiffre d'affaires. Et là, je pense qu'elles vont avoir une politique plutôt agressive pour le coup, parce que malheureusement, c'est très triste, hein, mais malheureusement, pas mal de petites et moyennes maisons d'édition ne se relèveront très certainement pas de cette période-là parce qu'elles n'ont pas suffisamment de trésorerie pour pouvoir attendre plusieurs mois de vache maigre, ce que peut faire un grand groupe. Du coup, il peut fonctionner à perte pendant quelques temps. Il a des aides de l'État que n'ont pas les petites et moyennes maisons d'édition, des crédits d'impôt, des reports de déficit, etc., etc. Bon, bref, ils ont une fiscalité qui est un peu plus avantageuse. Je dis pas qu'ils passent un bon moment, mais en tout cas, voilà, ils peuvent. Et quand ça aura élagué un peu, ils vont avoir besoin de manger, hein. Ils vont avoir besoin de nouveautés parce qu'on va finir quand même par remarquer qu'ils n'arrêtent pas de faire des rééditions ou qu'ils ne sortent toujours que les mêmes Musso, Lévy, Chatham, Nothomb, Minier. Enfin voilà, donc au bout d'un moment, là aussi, une fois que vous aurez acheté tous les Minier, tous les Musso, tous les Lévy, bon, vous voudrez peut-être vous tourner vers autre chose. Mais je serai toi, ça n'engage que moi, mais encore une fois, je serai toi, j'attendrai un petit peu, j'attendrai un petit peu. Si enfin ça faisait un peu évoluer les mentalités sur les auto-édités, ce serait peut-être un point positif. On a encore du chemin à faire en France. Si tu trouves que les mentalités n'ont pas beaucoup évolué sur les auto-édités, moi j'ai l'impression, mais aussi parce que je fonctionne majoritairement avec des professionnels du livre, des auteurs qui sont édités, qui sont auto-édités, etc. Donc je me rends certainement pas compte du coup, et puis parce que je suis tellement engagée sur la question que je laisserai, je pense, pas trop de personnes dire le contraire. Mais du coup, j'avais l'impression quand même que les mentalités étaient en train d'évoluer un petit peu. Mais peut-être pas. Peut-être qu'il y a encore des personnes qui s'imaginent qu'on auto-édite parce qu'on est des auteurs frustrés et nuls. Et donc voilà, c'est peut-être ça. Brittany, le gouvernement préfère sûrement laisser les gens se liquéfier devant BFM et Netflix plutôt que de les voir s'instruire et rêver grâce au livre. Je pense que l'État, alors je suis je suis historienne des idées politiques et des institutions en fait pour mon parcours. Alors je vais te donner une réponse liée à l'État, hein, qui n'est pas une réponse politique d'ailleurs, hein, pour le coup. Mais l'État en période de crise, sa seule idée, c'est de se maintenir en place. Et se maintenir en place, ça veut dire quoi? Que les gens n'aillent pas dans la rue. C'est ça en fait. Pour que intrinsèquement ils se maintiennent à l'équilibre, l'État, c'est-à-dire j'entends ces institutions, c'est surtout pas de mouvement de foule. Donc les gens ne doivent pas aller dans la rue. Alors bien sûr, on accepte qu'ils aillent un tout petit peu dans la rue quand on sait quand on sait qu'on peut canaliser, hein, évidemment. Hein, donc je pense des gilets jaunes, etc. Bon voilà, ça les a pas beaucoup fait frémir hein, à l'État, mais c'est cette idée-là en fait. Et du coup, quand ils raisonnent comme ça, ils raisonnent pas du tout en termes de bien-être du citoyen. Ils raisonnent vraiment plus basiquement en termes de les contenir, les cloisonner, faussement les rassurer. Ce qu'il a fait, c'est très intéressant d'un point de vue historien, ce qu'il a fait à l'époque de Tchernobyl. Hein. Si vous êtes un peu curieux
ça se retrouve sur YouTube, les communiqués de presse de l'État de l'époque et les communiqués que les scientifiques rattachés au ministère à l'époque de l'équivalent de la santé, etc., etc. Quel type de communiqué ils faisaient au JT de 20h, c'était assez édifiant pour le coup, et c'est assez révélateur de ce que l'État fait lorsqu'il est en situation de crispation ou éventuellement on pourrait foutre, quand je dis on, c'est les citoyens, on pourrait foutre un max de bordel. Et là, il n'est pas du tout question du bien-être du citoyen, pour le coup. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle, Brittany, tu as un peu raison, on se fout complètement de l'éducation et de l'instruction et du bien-être des personnes, pour le coup. Hein, voilà, donc ça, je te fais une réponse d'historienne des institutions. Voilà, je suis pas du tout en train de te dire que c'est bien ou pas, mais voilà, c'est la question pour le coup. Bethany, oui, les auto-édités sont moins touchés pour le moment, mais c'est compliqué de prévoir ces sorties. Oui, tout à fait, tout à fait. Et les auto-édités s'en sortent, et c'est typiquement ce que je dis à mes élèves à devenir écrivains, ils s'en sortent parce que l'art en lui-même, l'art de l'écriture, le roman en lui-même, c'est pas lui qui va poser problème. C'est quelques-uns des vecteurs de publication des livres qui sont en souffrance. Mais on en a plein d'autres, et notamment typiquement, que ce soit l'auto-édition ou que ce soit le livre numérique. Moi, j'ai des livres numériques, par exemple, chez L'Homme sans nom et chez HarperCollins. Alors, je vais prendre le cas d'HarperCollins, qui est un très gros groupe, pour le coup, donc il y a une force de frappe sur les auto-édites, enfin, sur le livre numérique, et j'ai pas de baisse, sur mes livres qui sont tous en numérique pour le coup. Hein. Ils sont toujours au même niveau de vente, ils se vendent très 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 bien. Ce que je veux dire, c'est que j'ai pas vu le soubresaut, et je vais même aller plus loin. Hein. Je vais être parfaitement transparente avec vous. Lors du premier confinement, j'ai même eu des pics de vente sur mes polars. Du coup, plus sur mes polars que sur mes feel good. Allez savoir pourquoi, mais j'ai eu des pics de vente sur mes polars en livre e-book, très clairement, très clairement. D'où le discours que j'ai, qui est un discours rassurant, qui est que le problème, ça va pas être notre métier. Le problème, ça va être que très certainement, l'un des vecteurs de publication de nos livres vont devoir s'adapter, et donc peut-être nous aussi dans la façon dont on aura de soumissionner, comment soumissionner, à quelle date soumissionner un manuscrit, etc. À mon sens, à mon sens. Karel, du coup, comment vont faire les éditeurs avec les livres non sortis à cause du Covid? Ça va décaler tous les catalogues. Oui, c'est ça. Enfin, en tout cas, les éditeurs que je connais, type, moi j'en connais déjà un paquet, hein, bien 5-6, mais oui, il y a eu ils ont décalé, hein, ils ont décalé. Donc voilà, j'ai lu à décaler, Harper a décalé, oui. La seule chose qu'ils n'ont pas décalé, c'est les sorties saisonnières. Alors typiquement, je vais te donner un exemple, c'est les Feel Good de Noël. Toute la grande famille du livre sentimental de Noël, Feel Good de Noël, Chick Lit de Noël, Romance de Noël, voilà, c'est tout le même truc, hein. Ça, pour le coup, ils n'ont pas décalé, pour la simple et bonne raison que ce type de livre se vend énormément en e-book. Pourquoi? Parce que ce sont généralement des formats poche, donc c'est un lectorat qui est très saisonnier, donc il lit énormément ce type d'histoire pendant la saison de Noël. Du coup, et comme il en lit énormément, il n'est pas prêt, à juste titre, à mettre beaucoup d'argent dans un livre. Donc en général, c'est un format semi-poche ou poche, et souvent il achète énormément en numérique. Ce sont des lecteurs qui ont l'habitude de lire sur liseuse pour cette raison-là, parce qu'ils lisent énormément de ce type de romans. D'ailleurs, hein, si vous voulez aider les petits copains, encore une fois, dites autour de vous, voilà, qu'il ne faut pas hésiter à acheter des e-books de ces comédies de Noël. C'est généralement pas cher du tout, c'est autour des 4 € la plupart du temps, et ça soutient beaucoup les auteurs. Voilà, et puis, eh ben, on va pas se mentir, voilà, je le redis encore une fois, mais le grand Satan qui est Amazon, eh ben Amazon, il n'empêche que si les maisons d'édition, certaines petites et moyennes maisons d'édition se cassent pas encore la figure, c'est parce qu'il y a l'impression à la demande, hein. Donc, et que les petites et moyennes maisons d'édition communiquent beaucoup sur leurs réseaux sociaux en disant, bah, n'hésitez pas à commander sur Amazon. Pour vous, de toute façon, c'est blanc, entre guillemets, parce que c'est le même prix
parce qu'au bout de 3 jours, vous les avez chez vous, donc c'est facile pour la clientèle, et ça aide énormément. Alors oui, on est d'accord que avec les mesures qui sont prises à l'heure actuelle, le grand patron d'Amazon, il a un orgasme toutes les secondes en ce moment, on est complètement d'accord. Il n'empêche que, voilà, c'est cette positionnement aussi ici, hein, ça c'est certain, c'est certain. Chali, bonsoir Lucie, j'ai la chance de travailler pour une enseigne de produits culturels dont le livre et nous sommes ouverts en drive et click and collect. Mes collègues qui sont de permanence pour le drive me disent qu'on a beaucoup de livres en retrait, ce qui est une bonne chose, mais le click and collect, ça a été hyper malin hein, sur les libraires. Après, hein, ils sont complètement, enfin, ils jouent leur peau, hein, en fait, ils sont en train de jouer leur survie. Hein. Donc, je pense que les idées fusent et moi, je suis tellement persuadée que l'être humain est capable des plus merveilleuses choses quand il est en position de survie et d'adaptation. Donc, le click and collect, c'était hyper malin de faire. Puis là, le libellé click and collect en plus a un côté très punchy, très moderne, très fun. Il y a un petit côté un peu marrant, ça nous ferait presque oublier que le click and collect c'est parce qu'on est confiné hein, pour le coup, donc c'est hyper malin. Par contre, vu que les éditeurs continuent d'envoyer les livres et sorties prévues, on est en train de voir pour faire la promotion communication sur les réseaux sociaux afin que les gens sachent qu'on les a. Mine de rien, ça fait également réfléchir à une nouvelle façon de vendre les livres sans contact direct. C'est hyper intéressant ce que tu dis, Chali. Et bien sûr, et là on revient sur la problématique des petites et moyennes maisons d'édition qui faisaient la plus grande partie de leur chiffre d'affaires en salon, en ayant un contact direct avec le lecteur. C'était facile de leur expliquer « Ah, mais oui, vous aimez cet auteur, il vient de vous faire une dédicace, sachez que à la rentrée, il sort le prochain tome, ou etc. » Et donc, il y a beaucoup de maisons d'édition qui se sont rendues compte que, eh ben, il y avait les réseaux sociaux, quoi. Et les réseaux sociaux pouvaient être utiles pour ça. Et les libraires aussi. Moi, j'ai pour vous raconter la petite histoire, le grand patron de la librairie, enfin le grand directeur de Citre, qui est la plus grande librairie lyonnaise, c'est une institution à Lyon, hein, dans la région. Bref, le grand directeur, je l'avais rencontré parce qu'il avait eu un coup de cœur pour mon premier roman de science-fiction, qui était le Roi Sombre, et qui m'avait mis en tête de gondole. Alors quand vous êtes en tête de gondole dans une librairie absolument énormissime, ça m'avait beaucoup aidé. J'avais fait les quais du polar avec lui, et c'était un passionné de livres, mais un passionné de livres. Il y a quelques temps, il y a 2 ans, je crois, il y a 2 ans, ce passionné de livres, il a décidé de quitter, de claquer la porte d'un, en plus il peut avoir une super gâche, hein, de claquer la porte de cette grande maison, du coup lyonnaise, et d'ouvrir sa propre librairie. Et alors il avait tout entièrement designé, il avait fait un truc de dingue, c'était dans un petit quartier de Lyon, hein, à Vez, pour être honnête, et il a ressuscité le quartier en faisant venir des auteurs, en faisant des tables rondes, en faisant des séances de lecture, en faisant venir, c'était hyper bien. Malheureusement, quand il a commencé à bien fonctionner, il y a eu le confinement, etc. Et c'est quelqu'un que je vois s'organiser avec d'autres libraires pour faire des opérations de promotion sur les réseaux sociaux et tout, c'est hyper malin. Et donc voilà, et donc clairement ils sont en train d'évoluer, mais je pense que les libraires là pour le coup ils sont obligés de réinventer. C'est finalement, je pense, c'est finalement eux qui sont dans une situation les plus problématiques, hein, qui pour le coup sont obligés à réinventer une manière, comme tu dis très justement, Chali, une autre manière de vendre le livre et de faire la promotion du livre. Parce que la problématique de la vente du livre, c'est toujours pareil, c'est de rencontrer ton lectorat. En fait, c'est de prévenir le lectorat que tu as un livre qui pourrait l'intéresser. Donc c'est ça le plus important. Tout ce qui est fait au niveau des auto-édités sur la mailing, sur les freebies, etc., c'est une façon d'appeler un lectorat et de lui dire « Je sais que tu aimes ce type de livre, j'en ai un à te proposer ». Voilà, et ben du coup, c'est comment faire cet appel, en gros, à lectorat quand du coup on n'est pas on est privé d'un certain nombre de vecteurs, hein, ça c'est sûr, hein, ça c'est sûr. Alors, Bethany, certains titres seront annulés, m'a confié un ami éditeur. Karel, Bethany, annulé carrément, mais il y a un contrat signé normalement, non. Alors,
Sur la question des contrats, en fait, ce qui va se passer, c'est que les avaloirs qui ont été versés sont versés définitivement, parce que quoi qu'il arrive, on est d'accord que l'éditeur ne les récupère jamais, hein, c'est une avance. Et comme il ne s'est pas engagé à publier le livre, ce qui est le cœur d'un contrat de publication que tu signes avec un éditeur, en fait, l'auteur récupère de facto, récupère la jouissance de ses droits. C'est-à-dire que du coup, il peut aller les proposer tout de suite à une autre maison d'édition, il peut les auto-publier, etc., etc. Donc voilà ce qui va se passer. Alors, réponse à Blandine, donc c'est une réponse à Blandine, donc voilà. Bethany qui répond à Karel, donc c'est bon. Bethany qui dit à Blandine qu'elle va te suivre. Oui, vous avez raison, suivez-la. Suivez-la. Chali, j'allais justement parler de MXM qui passe beaucoup par numérique. Bah, c'est très futé ce qu'ils ont fait. Moi je les connais parce que j'ai sorti un titre chez eux, du coup, puis j'ai eu l'occasion de faire ils m'ont sollicité en tant que conférencière, du coup, au-delà d'auteur, pour le coup, donc, et j'ai trouvé très malin, surtout que elles ont, je dis elles parce qu'il y a des filles à la direction, surtout qu'elles ont réagi hyper vite, hein. C'est-à-dire que vraiment, dès qu'elles ont commencé à entendre parler du mot confinement, etc., elles ont réagi ultra vite. Je me souviens, dès l'annonce de l'annulation de Livre Paris, elles ont tout de suite rebondi. J'ai trouvé ça très malin de leur part. En plus, le grand avantage de MXM, je dis pas ça parce que j'ai déjà publié chez eux, hein, pour le coup, pas du tout. Mais leur grande force, c'est leur visuel. Elles ont de très très beaux visuels. Elles ont fait le choix de faire de très beaux visuels en fantasy. Hein. Essentiellement, elles font de la fantasy, urban fantasy, et puis MM ou MF. Et du coup, forcément, quand tu as des magnifiques visuels, hein, on va pas revenir dessus, mais ça marche en vrai dans les rayons de librairie, mais ça marche forcément aussi dans une publication sur les réseaux sociaux ou derrière un écran d'ordinateur. Hein. Ça, c'est une évidence. Hein. Donc ça a été, je trouve, très malin de leur part, surtout qu'elles ont tout de suite fait des opérations, des promotions, des coffrets, donc voilà, d'extérieur, en tant qu'entrepreneur, moi, j'ai trouvé leur réaction très, très malin. Après, encore une fois, j'ai pas les chiffres je sais pas au niveau de leur chiffre d'affaires, mais il me semble qu'elle m'avait dit qu'elle s'en sortait en fait, qu'elle comblait le manque à gagner des salons et voilà, qu'elles y arrivaient du coup. Lova. Je pense comme toi, Lucie, que l'audiobook est l'avenir du livre. Moi, je pense, hein. Je pense. Je peux me tromper, hein. Ça se trouve dans quelques années, vous me direz, ah, mais t'as dit n'importe quoi, etc. Mais moi, j'en suis persuadée. Ça tuera pas le livre papier, on est d'accord. Ça tuera pas non plus le e-book. Je pense que les trois vont fonctionner, ce qui se passe d'ailleurs au UK ou aux US. Hein. Les trois sont, voilà. J'avais lu des chiffres, je crois que c'est Johanna qui me les avait passés. Johanna, c'est mon associée sur l'ICAR, hein, celle qui se cache derrière les réseaux sociaux de l'ICAR. Elle me l'avait, je crois que c'est elle qui m'avait donné ces chiffres et je crois que les audiobooks ont été multipliés par 3 et commencent à atteindre le même niveau que les e-books. Donc voilà, donc il n'y a aucune raison pour qu'il y ait une espèce de bulle française qui échappe totalement à l'évolution qui est en train de se produire. Voilà, après je peux me tromper, je ne suis pas devin, je ne suis pas Irma, mais voilà. Bref, c'est tout ce que j'ai Morgane, j'ai l'impression que les maisons d'édition de l'imaginaire sont très numériques, non? Bah alors, Morgane, pour un fait très précis, c'est que pendant très longtemps, l'imaginaire et particulièrement les gens de SF et de fantasy sont des gens qui sont de niche et qui n'intéressaient pas les gros groupes. Donc, ce sont les éditeurs indépendants qui se sont emparés de ces genres. Et comme ils n'avaient pas les moyens des grosses maisons, c'est-à-dire qu'en gros, en tant qu'ils n'ont pas les moyens de faire un tirage à 50 000 exemplaires qui serait présent Carrefour, Auchan, la Fnac et j'en passe. Du coup, donc leur politique a été de dire ok, pas de problème, ben, on va faire de l'impression à la demande et on va faire du numérique. C'est cette raison-là, en fait, structurellement, ça s'explique comme ça. Margot, mais ce n'est pas suicidaire l'auto-édition quand on n'a jamais publié, qu'on n'a donc aucune base de lectorat. Alors, ce n'est pas suicidaire, Margot, c'est juste que quand tu te lances dans l'auto-édition, il faut que tu te dises, je ne vais pas faire le buzz immédiatement.
en fait. Donc, il faut que ça prenne. Et comme lorsque je crée une entreprise avec un produit, par exemple, tu inventes un super épluche carotte doré à leur fin avec des diamants, qui s'appellerait le Willy Wheeler 2006, si on a pour la référence. Voilà, hein, ceux qui savent savent. Bref, il faut que tu prennes le temps, non seulement de dire aux clients éventuellement fans de ce type d'épluche carotte que tu as un nouveau épluche carotte, que cette clientèle reçoive l'épluche carotte et commence à en parler autour de toi. Aucune entreprise démarre avec un chiffre d'affaires de 500 000 euros, sauf si bien sûr l'entreprise a déjà mis de base 2 millions de capital et donc évidemment tout va. Mais bon, quand tu démarres une entreprise de façon modeste, et je pense que Blandine ne dira pas le contraire, ou peut-être, hein, encore une fois, mais tu gagnes pas, tu fais pas un chiffre d'affaires de 300 000 euros la première année quand, encore une fois, tu te lances pour la première fois et que tu n'as pas de communauté. Parce que quand tu es auto-édité, tu vas actionner une communauté, soit sur les réseaux sociaux, mais plus efficacement sur ton mailing, mais il faut le temps que ton mailing se constitue, grossisse. Donc, c'est pas du tout suicidaire, c'est juste que quand tu y vas, il faut que tu saches que tes premiers livres vont pas faire des 100 et des 1000. Et ce n'est pas grave, pourquoi? Parce que une fois que ton livre il a été écrit et il a été auto-édité, il ne meurt pas en fait. C'est-à-dire que plus tu vas grossir ton lectorat, et plus ce que tu feras, c'est que tu reprendras tes premiers romans, et puis tu en referas un nouveau packaging, nouvelle couverture, etc. Tu feras peut-être un coffret, etc. Et tu les revendras et tu feras une nouvelle opération dessus. Donc rien n'est jamais perdu. Mais bien sûr que si tu te lances dans l'auto-édition en disant bim, je vais faire direct 5000 euros le premier mois sur mon premier roman, alors que tu n'as pas de communauté et d'antécédents, c'est irréaliste. Mais en même temps, c'est irréaliste pour toute autre entreprise. Donc, tu ne peux pas demander à l'auto-édition de faire ce qu'une boulangerie ne pourrait pas faire, ce qu'une activité, qu'un salon de coiffure ne pourrait pas faire, etc. Tu vois. Donc, il faut pas aussi être naïf et voilà, donc ça c'est important. Donc bien sûr que les personnes qui te disent oui, devenir riche en auto-éditant, bien sûr que tu peux devenir riche en auto-éditant. Alors, en France, c'est un petit peu plus long peut-être, mais aux États-Unis, avec un lectorat bien plus grand, puisque tu écris en anglais, donc forcément ton lectorat est plus important, il y a des très grosses fortunes qui sont des auto-édités. Hein. Du coup, on est complètement d'accord. Mais ils n'ont pas fait fortune au premier livre, ça c'est sûr. Donc, quand tu es en auto-édition, et je le dis tout le temps, l'auto-édition, c'est une entreprise. Donc, tu es entrepreneur. Et quand tu lances une entreprise, eh ben, au départ, les premières années, bah, c'est poussif, hein, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc voilà, c'est cette idée de base. Donc non, tu vas pas, ou alors à moins qu'il y ait quelqu'un qui ait eu la chance de faire 50 000 euros sur son premier livre alors qu'il était absolument pas connu. Mais bon, voilà. Alors, Blandine qui dit Audible accepte les manuscrits français. Oui, une super équipe ultra dispo, on leur soumet les romans, les chiffres de vente, etc. Ils prennent l'enregistrement en charge, ça ne coûte rien, mais ça fonctionne comme un contrat. De mémoire, tu es un peu comme Amazon, me semble-t-il, hein, c'est-à-dire que tu livres ton manuscrit, etc., etc., et eux, ils se prennent un pourcentage sur les ventes. Bah, Audible, il fait pareil, c'est-à-dire qu'il a son service, une équipe, etc. Et donc, sur la vente d'un audiobook, ils prennent un pourcentage, bien entendu, du coup. Hein. Morgane, Stephen King, dans Écriture, conseillait déjà les audiobooks en 2000. Mais vous savez ce que je pense de Stephen King dans son aspect pédagogue. Parce que sur son aspect auteur, on peut aimer, pas aimer, voilà, hein, ça c'est vraiment très très personnel. Mais en termes de pédagogie du métier d'écrivain, il est ouf ce gars-là et il est visionnaire. Bon, en même temps, on peut pas avoir sa carrière sans être un visionnaire. Je rappelle que Stephen King, il a fait sa carrière sur 8000 romans. Hein. C'est pas Rowling hein, qui a fait sa carrière sur une série. Je dis pas que c'est pas génial hein, ce qu'elle a fait, mais à comparer une carrière entre Stephen King et Rowling, voilà. Donc quand il parle du métier d'auteur, il faut vraiment écouter. En plus, c'est un super pédagogue, donc et qui est pas du tout avare de conseils, donc je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Jennifer, pour moi, rien ne vaut le papier. Je suis tactile, je crois. Mais le papier n'est pas mort. Hein. Le papier n'est pas mort. Et ne mourra pas, hein, je pense pas. Hein, je pense pas. Alors peut-être dans un futur très 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 lointain où du coup le papier aura complètement disparu, mais sinon non, non, il est pas mort. Hein, il est pas mort.
Alors, Karel, c'est vachement cool les livres audio, pour autant qu'ils sont bien produits. Oui, bah c'est toujours pareil, hein. C'est toujours pareil, hein. Karel, c'est pareil que l'auto-édition, hein. C'est-à-dire que quand tu reçois un livre avec une couverture faite, avec les pieds, et puis des pages qui manquent, etc. Bon, ben voilà, ou alors des fautes à toutes les pages, etc. Et ben l'audiobook c'est pareil, hein. Donc il faut que le produit soit dès le départ de très 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 bonne qualité. C'est pas parce que c'est un audiobook que ça doit être fait avec les pieds et que la personne qui lit, encore une fois, la personne qui lit un roman pour les audiobooks, c'est un métier. Voilà, c'est pas parce que toi tu sais bien lire et que tu as une jolie voix que tu peux faire ce métier. C'est ça en fait le truc, toujours pareil, toujours pareil. Alors, Audible fonctionne comme un contrat d'édition avec un valoir et on peut choisir la voix de nos narrateurs, en avoir plus d'un par roman et on profite de la force de frappe Audible Amazon pour la promo, bien entendu, Blanc. Tout à fait, tout à fait. Alors, Bethany, pas si tu crées une communauté avant. Après, je reste persuadée que l'hybridation est le mieux. Ma stratégie, parler de toi, t'intéresser à d'autres auteurs et le soutien fera le reste. Oui, oui, tout à fait, Bethany, hein. Si tu peux créer une communauté un petit peu avant, bah tout pareil, tu fais ta stratégie. C'est-à-dire, en gros, tu dis, bon, allez, je vais me lancer. Pardon, j'ai pas piqué, j'ai pas coupé ma sonnerie. Quand tu prévois de te lancer en auto-édition, bah, tu te dis, voilà, je suis au mois de décembre, j'ai l'intention de sortir mon roman, mettons, en septembre prochain, bah, jusqu'à septembre prochain, je mets en place tout un tas de trucs pour commencer à me créer une petite communauté, etc., etc. Cécile, pour le livre audio, comme pour l'auto-édition, on dirait que ça marche très bien pour l'entreprise Amazon. Tant mieux pour les auteurs, mais éthiquement, ça me posera sans doute toujours problème et ça va me plomber, c'est con. Mais Cécile, je suis tout à fait d'accord avec toi, hein. C'est ce qu'on est en train de décrire là. C'est pas du tout un monde parfait, un monde pas du tout en fait. La problématique d'Amazon, parce qu'ils sont très intelligents et très visionnaires, c'est que ils sont dans un contexte qui est extrêmement concurrentiel. Et leur idée, c'est d'être le numéro un. C'est ça leur idée. Et donc, comment être numéro un sur un marché? Eh bien, tu regardes les concurrents et tu regardes comment ils vendent. Et qu'est-ce que tu fais? Tu dis à leurs clients, OK, moi je vends la même chose, mais mieux. C'est ça. Et ça, c'est résumer l'économie de marché. Alors, on cite Amazon, mais il y en a plein d'autres, hein. Mais en fait, ce qu'on devrait citer, c'est l'économie de marché. En fait, c'est ça qui est au cœur de l'éthique et de la discussion. Parce que bien sûr que l'économie de marché, qui consiste à faire du volume de vente pour être leader dans un marché ultra concurrentiel, ça oblige à ce type de coût. En fait, c'est obligé. Ça oblige à ce type de stratégie qui fait que ça crée des super géants et que ces super géants, du coup, ont tellement de pouvoir qu'ils façonnent le marché. Tu vois le cercle? Donc, ils ont compris les règles du marché, ils utilisent les règles du marché, puis une fois qu'ils sont au sommet, après, c'est eux qui décident du marché. Donc, c'est ça le truc. Donc, Amazon, c'est une chose, mais c'est toute l'économie de marché. Ce serait pas Amazon, ce serait bah, il y a Disney, hein, parlons de Disney, parlons des très gros groupes typés L'Oréal, typés. Enfin voilà, tout ça. C'est des super structures qui sont arrivés à un tel degré de pouvoir qu'en réalité, ce qui façonne le monde, ce sont ces superstructures, à tel point que d'un point de vue juridique, on ne sait même pas sur ces superstructures, on ne sait même pas qui pourrait les juger. Ils ont tellement de succursales, tellement de puissance économique que là, concrètement, à l'heure actuelle, on voudrait plier le groupe Facebook, Instagram, etc. On voudrait plier Amazon, voilà, enfin, en gros toute la Silicon Valley, hein, etc. On pourrait pas, juridiquement, on ne pourrait même pas, en fait. On n'a pas d'outils juridiques contre eux. On a créé des divinités économiques. Alors derrière, il y a des créatures, hein, il y a des hommes, etc. Mais ça les dépasse bien plus que ça. On a créé les nouvelles divinités, c'est celle-là. Clairement, on n'a jamais eu encore au niveau mondial, on n'a jamais eu de structure qui avait à ce point le pouvoir d'influer sur la planète entière. Jamais au cours de l'histoire, même même quand on pense à des très grandes puissances qui ont été l'Égypte, qui ont été la Grèce, qui ont été Athènes plutôt, je fais des raccourcis, mais bon, vous m'avez compris. Même ces super structures, ces super puissances, on n'a jamais créé à ce point des structures aussi puissantes et capables d'influer
en une seule fois sur la planète entière. Et là, faut pas aller chercher plus loin où se place la religion. Hein. Elle est là. Les divinités, je peux vous dire qu'elles existent. C'est ça. Alors, c'est pas les gens derrière Amazon et tout, c'est la superstructure Amazon et puis Google. Et puis voilà, on a créé des nouvelles divinités qui sont des divinités immatérielles, économiques, une superstructure liée au marché, etc. Et c'est là. Hein, c'est là. Alors, je fais de la digression, là, bon, vous avez l'habitude, hein, mais live, je fais toujours de la digression, mais c'est ça le souci. Et donc, la problématique pour les gens qui sont en dessous, c'est-à-dire pour les sujets, hein, c'est quoi faire de ces divinités. Alors, je ne dis pas qu'on ne peut pas les renverser, mais si on les renverse, qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce qu'on est prêt à vivre l'après? Et c'est ouvert, hein, je suis pas du tout en train de dire oui, non, etc. Hein. Moi, j'étais nihiliste hein, quand j'étais étudiante. Alors, je peux vous dire que la Révolution, je l'ai dans la peau, puis j'ai fait ma thèse sur la Révolution française, donc je suis à fond. Hein. Mais voilà, est-ce qu'on est prêt à ça? Moi, j'ai pas d'enfant. Donc je peux malheureusement pas en avoir, je n'en aurai pas. Donc, donc je n'ai pas à m'inquiéter du monde que je vais laisser à ma postérité. Du coup, mais pour ceux d'entre vous qui sont des parents, c'est la question qu'on doit se poser aussi. Voilà, est-ce qu'on est prêt à ça? Est-ce qu'on est prêt à faire tomber ça et à changer de paradigme? Parce que c'est un peu la question qu'on se pose tous, c'est un changer de paradigme parce que c'est clairement pas nous qui allons subir ce changement de paradigme du coup. Et tout ça, encore une fois, hein, moi je suis pas du tout en train de donner des réponses, hein, je pose juste les débats, je crois dur comme fer au changement et à la mutation et au pouvoir de chaque individu et au rassemblement, je crois dur comme fer à ça. Mais il y a toujours un prix à payer. Hein. Et encore une fois, c'est l'historienne des institutions qui vous parle, hein, parce que j'ai étudié toutes mes études, c'est l'étude de la construction des empires et de la chute des empires et de ce qui se passe après les empires. Donc je sais qu'il y a toujours un après, qu'il y a toujours une reconstruction, mais le prix, il faut le payer. Quoi. Voilà, c'est ça. Donc bref, donc tout ça pour te dire que bah oui, et nous forcément, si nous voulons survivre, eh ben on va vers la structure qui nous dit voilà le deal. Moi j'ai besoin de toi, je te propose un truc qui te convient. Je fais plus pour toi que n'importe quelle autre structure a jamais fait pour toi. C'est un peu le cas. Voilà, donc à toi de voir. Je t'oblige à rien. À toi de voir. Et ils sont très forts pour ça. Hein. Mais ça, c'est les politiques économistes. Derrière Google, derrière Amazon, vous avez des économistes, mais c'est des cerveaux, mais c'est des pointures extraordinaires. Hein. Ils sont pas fous. Hein. Ils prennent ils viennent prendre les cerveaux. Et c'est pas compliqué vu comment on paye les scientifiques et les chercheurs. Donc c'est pas bien compliqué de les prendre. Hein. Alors, donc ça c'est une réponse à Margot. Voilà, des réponses. Marion, je me pose une question peut-être un peu naïve. Est-ce que ça se fait de publier un livre en traditionnel s'il a déjà été auto-édité? Tu veux dire édition, maison d'édition, si tu as déjà été auto-édité? Oui, tu peux le faire. Le problème, c'est que quand tu vas vers une maison d'édition, comme la maison d'édition, c'est une entreprise, hein, voilà, elle vend un nouveau pain. Elle prend pas un pain qui a déjà été mâchouillé par quelqu'un d'autre, tu vois. En gros, elle veut des inédits. Donc, le problème, c'est que si tu dis à la maison d'édition que tu as déjà été auto-édité, donc que ton livre a déjà eu une vie, même une petite vie s'il n'a pas eu trop de succès, hein, s'il a eu un succès tout à fait confidentiel, c'est pas grave, bah du coup, c'est quand même pas un inédit. Donc la maison d'édition, elle peut te dire bof, bof, moi je préférais que tu me proposes un inédit parce que moi je vais te payer, hein, je vais te verser des avaloirs, donc je te paye pour au moins un inédit. Donc moi, le conseil que je te donne, ce serait par exemple de remanier ton roman pour que tu puisses dire à l'éditeur, oui, il est déjà sorti en auto-édition, mais je l'ai totalement remanié. Donc c'est une autre... voilà. Et par contre, dis-leur, hein, dis que tu as été auto-édité, ne le cache pas parce que tout se sait. Voilà. Et ils risquent de pas trop apprécier que tu leur aies caché ça. Donc voilà. Alors Bethany, alors c'est une réponse à Cécile, donc c'est bon. Lorraine, en début de confinement, ton roman Et Dieu se leva du pied gauche était gratuit grâce à une promo dont je me souviens plus du nom. Bref, j'ai forcé mes parents à le lire et ils ont tellement aimé qu'ils ont acheté tout et autres romans signés Oren Miller. Merci, merci.
Ça me fait super plaisir. Vous le savez, si vous me suivez, mon genre de prédilection, c'est thriller. Et polar. J'adore. Là, je suis possédée par une autre histoire, mais dès qu'elle est finie, je me rejette à pieds joints dans le thriller. J'aime tellement ça. C'était une promotion qui avait été organisée par le distributeur, c'est-à-dire par l'énorme plateforme. Il y a des plateformes qui fonctionnent avec les éditeurs traditionnels et qui s'occupent de les placer dans les librairies, de gérer l'offre numérique, de gérer les plateformes numériques de vente, etc., etc. Et donc c'est eux qui avaient sollicité tous leurs éditeurs partenaires et en leur demandant est-ce que vous avez des auteurs qui sont OK pour offrir leurs livres gratuitement, voilà. Et donc bien sûr j'avais dit oui et on était plein d'autres à l'avoir fait et donc oui, 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 ça avait bien marché du coup. Hop. Euh, Ah oui, bah tu as remis l'opération, c'était ça l'opération. Ils en ont refait une là pour le nouveau Morgane qui dit ah bah tu vois, j'étais même pas au courant, donc voilà. Bon, bref. Blandine, les couves MXM sont toujours top, mais tellement, tellement, je suis tellement d'accord avec toi. Moi, sur les couvertures, alors c'est mon avis totalement personnel, hein. Il y a des genres où les couvertures, il est plus important, enfin, sur la couverture, dans certains genres, le message que la couverture véhicule est plus important que son esthétique. Je pense, mais encore une fois, ça n'engage que moi. Parce il est surtout important que le lecteur de ce genre littéraire-là comprenne le message de la couverture. Et il y a des genres où, par contre, l'esthétique de la couverture est extrêmement importante. Et moi, je pense que typiquement en polar et thriller, la couverture, l'essentiel est surtout dans le message que véhicule la couverture. Pour dire au lecteur, là, tu as du polar noir, là, tu as du thriller contemporain, là, tu as... Voilà. Dans certains genres, comme par exemple l'urban fantasy, la fantasy, et aussi la SF, l'esthétique de la couverture est à mon sens plus importante parce que l'esthétique va véhiculer une ambiance et un univers. Et il faut que ce soit très visuel parce que la fantasy, l'urban fantasy, la science-fiction a un visuel très important. Du coup. Mais encore une fois, là, pour le coup, hein, je vous le dis quand c'est mon analyse, c'est la mienne, hein, vous pouvez du tout, enfin pas du tout être d'accord avec moi. Voilà, moi c'est ma première analyse. Chali, je retiens pour la librairie sur Vèze. C'est Au bonheur des ogres. Voilà, si tu peux voir ce qu'ils font, c'est super. Et puis leur librairie, elle est tellement bien pensée. Ils ont mis un petit coin de lecture où ils font venir les auteurs. C'est joli, il y a du bois de partout. Enfin, on sent que ça a été pensé par un passionné. Enfin bon, tous les libraires, j'ose croire, sont des passionnés, mais les petites librairies, du coup, je pense que c'est vraiment des passionnés. Quand une librairie est bien plus grosse, il y a tellement de gens, de financiers, d'associés, etc., qu'il y a peut-être moins de liberté sur l'organisation. Et donc voilà, elle s'appelle Au bonheur des ogres et elle est à Vèze et il fait des super trucs. Voilà, et je dis pas ça parce qu'il m'a donné un coup de main au tout début de ma carrière, mais c'était vraiment top, vraiment. Pour MXM, je les ai découvertes quand elles étaient encore une petite structure, une seule table, sans décor en festival. Donc c'est assez impressionnant de voir comment elles ont grandi, évolué et se sont adaptées. Comme tu dis, très malin, les gens suivent. Et j'ai très hâte de lire la suite de Juliette. Merci pour J. Merci, merci. Oui, c'était très malin de leur part. Elles ont bien compris le marché et surtout, encore plus malin, elles ont bien compris où elles se positionnaient dans le marché. Parce que des fois, on peut bien avoir compris le marché, sauf que on peut jouer dans une cour qui n'est pas la nôtre. Et quand on joue dans une cour qui n'est pas la nôtre, bah forcément, on n'a pas les mêmes avantages et on part pas avec les mêmes armes. Donc par contre, quand on sait dans quel cours on joue, là, du coup, on peut développer des bonnes armes. Et elles ont bien compris elles ont bien compris quels étaient leurs inconvénients et du coup, quels étaient leurs avantages. Et elles ont tablé dessus. Et pour ça, je trouve qu'elles sont futées, pour le coup. Bah, il y en a certainement d'autres de maisons d'édition. Moi, je cite celle-là parce que, bah voilà, mais voilà, très clairement. Alors, oh, bonsoir Thomas. C'est gentil de passer. Merci, c'est un de mes tout premiers lecteurs, Thomas, du coup, que je voyais systématiquement durant les salons, à chaque fois. En même temps, je me souviens des histoires de Pierre Bellemare à la radio, c'était déjà l'avant-garde des audiobooks. Ouais, alors tout le monde peut pas être Pierre Bellemare, hein. Enfin, il avait un don. Il avait un don, ce gars-là. Oh la vache, ça c'est clair.
Alice qui m'a mis la référence des têtes à claques. Alors, si vous ne connaissez pas les têtes à claques, allez voir sur Facebook, allez voir sur YouTube et tout, c'est extraordinaire. Alias qui dit, t'aimes ça mon ami, les potates? Bon voilà, c'est parti. Merci, je suis pas la seule à avoir la référence du Willy Waller 2006, donc qui sera à jamais mon sketch préféré des têtes à claques, vraiment. Il y en a d'autres, mais alors celui du Willy Waller, je pense que voilà, c'est une de mes amies là d'ailleurs, édition du Willy Waller Collector. Alors, Karel, les livres audio, c'est vieux. Il y en avait plein avec cassette audio dans mon ancienne bibliothèque, mais maintenant, avec les formats numériques et MP3, les possibilités sont bien plus intéressantes. Et tu sais qu'il y a encore beaucoup d'éditeurs hein, qui ne croient pas du tout en l'audiobook. Mais pas du tout. Vraiment. Et qui disent que ça peine à se développer en France, que c'est très confidentiel, que ça marchera pas, etc. etc. Bah, les mêmes, certainement, qui ont dit que les e-books, ça ne marchera pas non plus. Hein. Donc voilà, ce sera jamais comme le livre papier, etc. Mais là où ils n'ont pas compris, c'est qu'on leur demande pas, on demande pas aux audiobooks de faire pareil que le livre papier. Tout comme on n'a jamais demandé au e-book de remplacer le livre papier. Pas du tout, en fait. C'est juste que ça s'additionne. En gros, les besoins des lecteurs évoluent, ils se diversifient, et c'est une façon de dire aux lecteurs dont les besoins se diversifient, voilà, moi, mon offre à moi aussi, elle se diversifie. Mais vous savez, les Némésis qui ont dit, pardon les Cassantes, je me trompe de mythologie, qui ont annoncé que oui, les e-books, c'était la mort du livre papier, etc. Et c'est complètement con, c'est pas du tout la même chose. Le rapport qu'on a au livre papier, c'est pas le même qu'on a avec le e-book, et c'est pas le même qu'on a avec l'audiobook, c'est juste pas les mêmes besoins. Donc ils s'excluent pas les uns les autres, hein, ils s'additionnent. Karel, mais on m'avait toujours dit que le français est réfractaire au livre audio. On n'avait pas cette culture d'écouter des livres pendant de longs trajets, par exemple. Oui, bah ça c'était avant les podcasts et l'explosion des chaînes de podcasts. Hein. Parce que c'est pareil, on pariait pas sur les podcasts. Hein. Moi, quand j'ai commencé à sortir le podcast, etc., bah, beaucoup de gens ont rigolé sur les podcasts. Alors que les gens, ils font des vidéos sur YouTube. Alors qu'est-ce que tu fous avec des podcasts? Alors en plus, parler d'écriture, quoi. Le podcast. Donc voilà. Et tout le monde a rigolé. Enfin bon, j'ai l'habitude hein, que les gens rigolent. Bah, il n'empêche qu'il fonctionne. Hein. Il marche. Il marche. Donc voilà. Alors, Chali, pourtant c'est marrant parce que gamine, ma mère me passait beaucoup de contes sur cassette et on semble redécouvrir le genre. Ouais. Moi, je me souviens d'une chose qui m'a marqué, qui me marque encore. C'était l'audio de La Belle et le Clochard raconté par Rochefort. Du coup, Jean Rochefort, extraordinaire. J'entends encore, et j'écoutais ça, j'étais toute petite, je devais avoir 6 ans peut-être, 5 6 ans, quelque chose comme ça. Et j'entends encore ces mots, j'ai encore des phrases, des morceaux de phrases dans la tête. Donc, faut dire que c'est quoi, c'est magique, c'est magique. Laura, bonjour Lucie, bonjour Laura. Désolée, je change de sujet, n'hésite pas à mettre ma question de côté pour plus tard si besoin. Non, non, j'écris un roman historique. Félicitations, mes personnages sont fictionnels, mais évoluent dans un quotidien authentique et fidèle à l'histoire. Un de mes personnages principaux, une petite fille, va se réfugier dans un monde imaginaire et fantastique pour échapper à la violence de son époque, dans le style du labyrinthe de Pan. Cette partie allégorique représente environ 15% du livre. Oui, est-ce que ces 15% me ferment la porte de la littérature de niche historique? Non. Oh non, à 15%, quand c'est en plus une allégorie, ça ne va pas te faire basculer dans le livre fantastique. Hein. Du tout. J'ai peur qu'en créant cette partie un peu hybride, ça rebute les fans de fiction historique traditionnelle et ne soit pas suffisante pour plaire aux fans de fantastique. Qu'en penses-tu? Merci beaucoup pour ton aide. Là, tu es typiquement dans un ratio 15% et 85? Ouais, ça va. Hein donc non, ça ne t'a pas basculé dans le fantastique, c'est juste qu'il va bien falloir que tu saupoudres tout ton roman et que tu calibres bien en étant bien sur de l'allégorie. Du coup. Alors peut-être que ton éditeur de romans histo te fera couper, te fera faire quelques coupes, mais non, il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Cécile, ça existe des comptes sur les réseaux sociaux qui sont des regroupements d'artistes-auteurs en mode coworking. Comme ça, il y a toujours quelque chose à raconter, montrer, parce que je n'arrive toujours pas à imaginer ce que pourrait bien produire comme contenu, moi toute seule, sortant de nulle part. Oui, Blandine a dégainé plus vite que moi. Donc ouais,
Et c'est super le coworking. Je connaissais pas ce groupe du coup, mais moi qui suis tellement fan du coworking, Blandine, je vais m'y intéresser et je vais me connecter dessus. Je suis très très fan de ça. Le coworking, c'est la vie, hein, vraiment. Les gens, c'est la vie de coworking. Mes meilleures sessions d'écriture, c'est en coworking parce qu'il y a une espèce d'émulation et de motivation mutuelle qui s'installe et quand on a un coup de mou, quand on a un coup de démotivation, quand on est un peu coincé, il y a toujours quelqu'un qui est connecté en même temps et qui du coup est là pour avoir le jugement neutre, complètement neutre, et de vous dire ok, mets à plat, c'est quoi ton problème, d'accord, ok, voilà. Et en ça c'est génial parce que du coup tu fonctionnes bien plus vite, hein. Le coworking, encore une fois, c'est la vie, hein. Si tu peux c'est plutôt c'est bien. Donc du coup, je vais me connecter sur ce machin. Tu as raison. C'est hyper bien. Ah, ok, réponse à Laura, réponse à machin. Ta 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 ta. Euh, Alors, le coworking, je sais que ça existe, mais dans la branche promo, tu en as déjà. Ça me paraît bizarre de mêler les gens, les styles, les abonnés n'y trouveraient sans doute pas leur compte, mais ça me plairait. Moi, si alors j'ai pas de groupe en tête, mais sur ces grosses plateformes où on fait des promotions croisées, c'est pas obligé que ce soit le même style, parce qu'encore une fois, tu donnes à manger à un maximum de lecteurs et ils sont très contents de l'offre très diversifiée. Et puis, il faut pas oublier que tu as quand même beaucoup de lecteurs qui sont polyvalents. Alors, je dis pas qu'ils lisent tous les genres, mais au moins deux, trois, oui. Notamment l'urban fantasy lit aussi de la fantasy, le polar peut aussi lire de la fantasy, la SF lit de la fantasy, tu vois, c'est assez la chick peut lire de la blanche, peut lire de l'histo, etc., etc. Ta ta ta. Alors, je suis les questions. Cyril qui dit d'expérience, la communauté réagit toujours beaucoup plus aux bêtises qu'aux choses sérieuses. Enfin, vous savez, je vous redonne la règle, hein, 20% de promo, 80% de toi, en fait. Donc, ça dépend de toi. Voilà. Et de ce que tu aimes. Et tant mieux, hein, parce que ce sera tellement chiant de gérer des... Alors, mais moi, si je devais gérer mes réseaux sociaux, rien qu'avec la promotion, je serais bien dans la merde, parce que ça me prendrait tellement la tête. Moi, ce qui m'éclate, c'est de partager ma déco, mes chats, les conneries de mes chats, mes décos de Noël, enfin, voilà, c'est le genre de trucs qui m'éclatent. Même mon maquillage, même mon machin, je serais tellement triste de ne faire que de la promo, et je crois que les gens, ils s'en foutraient complètement, parce que s'ils sont sur mes réseaux sociaux, ils savent que je suis auteur, donc, il suffit que je leur dise une fois, bah, il y a un bouquin qui est sorti, et puis très régulièrement, voilà, de temps en temps, leur dire, ah, bah, au fait, je te rappelle qu'il y a ci, il y a ça, mais c'est pas ça qui les intéresse parce que bah moi sur les comptes Instagram que je suis, c'est pas ça qui m'intéresse. Enfin, je suis des comptes d'auteurs. Encore une fois, je suis au courant quand ils sortent un roman, je les suis. Donc, mais ce que j'aime, c'est qu'ils me parlent un peu d'eux parce que des fois, je me dis, je découvre des personnalités très sympathiques et aussi parfois je découvre des goûts, des hobbies, des choses dont j'ignorais totalement l'existence et qui du coup m'intéressent vachement. Et ça me nourrit, ça, forcément. Partager l'univers d'un artiste qui a quelque chose à raconter ou d'une personne qui a quelque chose à raconter, c'est toujours hyper enrichissant. J'ai découvert tellement de trucs en suivant des comptes d'artistes sur Instagram, parce que je suis plutôt sur Instagram, mais partout ailleurs, hein, c'est super. Donc, et c'est ça, je pense que les gens viennent chercher plus que systématiquement parler du livre, parler de ce qu'il y a dans le livre. Je dis pas qu'il faut jamais en parler, hein, mais ça doit pas être la majorité parce que, à mon avis, ça doit vite gaver les gens. Enfin, moi, ça me viendrait, donc voilà. Alors, Marion, merci pour ta réponse, Lucie. En fait, je n'ai rien auto-édité du tout. Je me demandais juste si je pouvais changer d'avis après, du coup. Oh, mais rien n'est irréversible. À part la mort, rien n'est irréversible. Donc, vraiment, laisse-toi porter. Et, voilà, tous les choix sont chouettes. Chali, pour les couvertures, Milady avait revu complètement ses couvertures de Prince Captif pour la sortie e-book. C'est un MXM, mais classé en fantasy au même titre que le dernier Héros Mage. Ils avaient fait un truc immonde avec torse huileux gladiateur. Je vois tellement de quoi tu parles. Pour faire venir les lecteurs-lectrices du genre, ça avait fait un tollé auprès de beaucoup de fans parce que ce n'est pas le sujet et ils ont vite fait demi-tour. Chali, alors là, tu mets le doigt
sur une chose fondamentale qui est que la couverture, c'est le message que tu envoies à ton futur lectorat. C'est ça en fait, tu l'appelles et tu dis au lectorat, voilà ce que tu vas trouver à l'intérieur du livre, donc voilà ce que je te donne, et comme tu n'as pas encore lu le livre et que tu l'as pas encore ouvert, bon bah du coup je commence à communiquer avec toi avec la couverture. Voilà, c'est le premier lien de communication que tu as avec ton lectorat. Alors si c'est typiquement de la fantaisie, même avec des beaux mecs à l'intérieur, même avec de la romance, enfin, ce que tu veux, ça reste de la fantaisie. Donc si tu me vends ça comme de la romance, tout ce qu'il y a de plus classique, et qui est très bien, c'est-à-dire que les mecs torse-poil sur les romans enfin sur les romances, c'est très bien, encore une fois, on passe le message, hein, c'est-à-dire que bah, si moi je veux une romance, je veux un beau mec à l'intérieur, je veux une belle fille, ou voilà, donc c'est bien qu'ils me le mettent sur la couverture. Mais en fantasy, non, c'est pas le message, en fait. Donc voilà, et quand bien même, tu aurais une histoire d'amour et un mec torse-poil à l'intérieur, voilà, que je t'encourage à mettre, parce que voilà, moi j'aime les beaux personnages, hein, donc du coup je vais pas, voilà, j'aime les belles filles, j'aime les beaux hommes, du coup, voilà. Euh, Chali, Thomas qui dit Milady ne sait pas faire des couvertures, ils vont toujours sur le photoshopage type. Je ne peux pas sortir de ma zone de neutralité, encore que je l'ai tellement fait, mais je suis pas fan. Je suis pas fan de leur politique éditoriale. Je n'irai pas plus loin, mais je suis pas fan. Je suis pas fan. Bon, mais ça reste entre nous et les 50 personnes qui sont connectées. Lorraine qui dit Mon Dieu, je m'en souviens de cette horreur, j'ai des jolies couvertures, je suis contente. Alors là, on est tellement dans quand une couverture passe complètement à côté de sa cible. Euh, ouais, complètement, hein. Marion, je t'ai découverte par le podcast, c'est de loin le meilleur podcast d'écriture disponible en français. Waouh! Alors là, Marion, merci, hein, parce que il y en a d'autres, donc franchement, alors ça c'est un très 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 beau compliment. Tu peux pas savoir ce que ça me fait. Vraiment, ça me touche. On y met tellement d'énergie dans ce podcast, tellement de. Donc merci, franchement, très sympa. Alors, Karel, s'ils ont des livres audio narrés par Patrick Beau, moi j'achète les yeux fermés. Ah ben on a des acteurs comme ça hein, qui pourraient nous lire, voilà, hein. Moi, il y a des auteurs que j'affectionne pas particulièrement, mais alors dès qu'ils ouvrent la bouche, alors quand ils font des audiobooks, pourtant c'est pas c'est pas mes acteurs fétiches, hein, mais alors dès qu'ils commencent à ouvrir la bouche, là, c'est fini, hein, c'est fini, donc oui. Alors Rosalie, la couverture est le message. Oui, on parle de la nouvelle édition du Pacte des Marcrombes que je connais pas, qui dans 50 ans me fera toujours encore vomir. Alors, je ne connais pas, mais voilà, là, typiquement, tu as raison, hein, on est dans un, encore une fois, hein, la couverture, hein, c'est le message qu'on donne au monde, hein. Alors, Cécile, merci pour ta réponse. Lucie, je n'y attendais pas. Je suis contente de savoir que les groupes d'auteurs travaillent sur leurs promos ensemble sur les réseaux sociaux. Bah oui, encore une fois, tant que les auteurs continueront, enfin, je sais qu'il y a, je suis pas naïve, je sais qu'il y a des auteurs qui pensent qu'ils sont en concurrence les uns avec les autres. Bon, voilà, moi la réponse que j'ai envie de leur faire, c'est que t'as rien compris au marché, hein, mais bon, encore une fois, ça ne me regarde que moi. Mais quand les auteurs sont un peu futés, ont un peu de bouteille, ils ont bien compris que les lectorats s'additionnaient. Donc, et c'est pas parce que je vais faire la promotion du livre d'une copine que du coup, bah, mes lecteurs qui ont acheté leur livre, et ben forcément, ils achèteront plus jamais les miens. Moi, je considère que mes lecteurs, ils sont plutôt contents que je leur dise, bah tiens, au fait, et j'ai une recommandation, là, une pote qui vient de sortir un livre, j'adore ce qu'elle fait, j'adore ce qu'il fait, donc vas-y les yeux fermés. Enfin, moi en tant que lecteur, j'apprécie, parce qu'encore une fois, j'aime lire, donc mon auteur fétiche est en train de me faire des recommandations. Donc bah voilà, moi enfin je sais pas, il y a des auteurs hein, qui sont connectés là, qui assistent au live, enfin sauf si vous me dites le contraire, mais encore une fois, les lectorats ne s'excluent pas, ils s'additionnent. Donc voilà, alors je te garantis pas que tu tomberas pas un jour sur un auteur un peu comme ça, hein, tu vois, et qui te dira non, surtout pas, je parle pas des autres parce qu'on sait jamais, ça pourrait m'enlever des trucs, mais je pense quand même que la majorité des auteurs, pour peu qu'ils aiment ce que tu fais, bien sûr, hein, vont parler de ton roman. Enfin, j'ose espérer, du coup. Les livres Dragons lus par David Tennant. Ah bah, tu fais du lourd hein, aussi, c'est David Tennant.
Donc oui, je suis d'accord avec toi. Ah, il y a des acteurs, ils ont en plus une autre dimension dans l'audio. Donc ils ont déjà une présence en vrai, mais ils ont une autre dimension à l'audio. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, je crois que je suis arrivée au bout je suis arrivée au bout des questions et des thématiques. Bethany, l'Icar, une communauté en or. Bon, c'est gentil, c'est gentil. En tout cas, c'est ce qu'on espère, c'est ce qu'on espère. D'ailleurs, enfin, on fonctionne avec la promo là, à l'heure actuelle, qui est une promo qui est la plus importante par rapport à ce qu'on a fait jusque-là, parce qu'il y a 45 personnes. Donc c'est une grosse, ça commence à être une grosse promo, surtout qu'on fait du cas par cas, donc voilà. Et c'est de nouveau des gens, mais humainement, ils sont extraordinaires, hein. Ils sont extraordinaires. Ils s'entraident, ils se filent des coups de main, ils sont, enfin, vraiment, ils sont top, ils sont top. Moi, c'est tout ce que je voulais, hein, quand j'étais paumée, quand j'ai commencé ma carrière, et que j'étais perdue, que j'ai fait toutes les conneries possibles et imaginables, parce que j'avais personne autour de moi pour me dire, mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais n'importe quoi. Donc, voilà, personne pour me tirer la tête de l'eau et pour m'expliquer, etc. Quand j'ai créé l'ICAR, c'était ce que j'avais en tête. Moi, si vous me demandez ce que je veux faire de l'ICAR, c'est une énorme communauté où on se donne des astuces. Il y en a déjà, bien sûr qu'il y en a déjà, heureusement, mon Dieu, heureusement. Mais voilà, moi j'avais envie, parce que je suis formatrice, donc évidemment je ne peux pas m'empêcher d'être dans la pédagogie et de transmettre, parce que c'est le cœur de mon métier, hein, transmettre une connaissance d'un point A à un point V. Donc j'aime être ça, j'aime être un canal d'information, etc. Donc ça c'est mon kiff. Mais donc du coup c'est pour ça que je l'ai créé, mais je suis tellement, tellement heureuse à chaque fois, je le dis tout le temps, mais on va sur la 4e promo, qui à mon avis est déjà complète. Donc d'ailleurs, s'il y en a qui sont intéressés, allez sur la liste d'attente et inscrivez-vous si vous voulez vous éclater un peu en 2021. Ce serait bien que ce soit un petit peu mieux. Allez-y, hein, c'est sur licar.fr/programme. Donc vous pouvez vous inscrire si vous êtes intéressé, hein, bien sûr, à la prochaine promo. Mais je le dis à chaque fois, mais on a des gens, on fait des rencontres humaines incroyables, incroyables. Et je me dis, comme c'est les nouveaux auteurs, enfin c'est les futurs auteurs, certains sont déjà en train de publier, sont déjà en train de signer avec des... Donc, et ça va continuer. Donc c'est-à-dire que c'est des gens qui vont arriver sur le monde du livre, et du coup ils sont déjà dans cette optique de promo croisée, d'entraide, on prend pas pour argent comptant tout ce qu'on nous dit, on prend pas pour argent comptant ce que les éditeurs nous disent, on se ferme aucune porte, aucune voie. Si on a envie d'être auto-édité un jour, on est auto-édité. Si on a envie d'être édité chez Alba Michel un autre jour, et ben on essaie d'être édité chez Alba Michel. Enfin, voilà. Et du coup, je me dis, ce monde-là va changer. Les droits des auteurs vont changer. Ils commencent à se dire que c'est pas normal qu'on soit payé une fois par an, qu'on peut être payé beaucoup plus souvent dans l'année, que c'est pas normal qu'on touche si peu sur certains supports, notamment le numérique, etc., etc. Donc du coup, voilà, j'aime croire que je participe à ce renouveau d'auteurs qui ne sont plus isolés et qui ont conscience de leurs droits et qui ont conscience qu'un certain nombre de choses ne sont pas acceptables dans le milieu du livre et qui du coup commencent à se dire, ouais, mais si on est plusieurs à dire non, si on est plusieurs à dire à certains éditeurs, mais va te faire voir, on aura d'autres opportunités, on aura, c'est pas parce que on claque la porte d'un éditeur, qu'on n'en trouvera plus jamais un autre, parce qu'encore une fois, c'est pas une fleur qu'il nous fait en nous publiant, c'est une relation contractuelle. Chacun y trouve son compte, donc c'est un professionnel et tu es un professionnel. Et du coup, mais ça c'est mon petit rêve, hein, c'est sûrement un peu prétentieux de le dire, mais j'aime croire que ce que je fais, ce qu'on fait avec l'ICAR, c'est ça, c'est participer à ce renouveau. Et il y a plein d'autres structures hein, qui participent aussi à ça, des associations qui se sont montées, d'auteurs qui militent pour nos droits, qui essayent de se faire entendre, etc. Il y en a d'autres, bien sûr, évidemment, hein, et c'est génial parce qu'il y a 10 ans, c'était loin d'être le cas. Mais voilà, moi, c'était mon idée aussi, et de me dire, bah, ça fera une pierre de plus, ça fera un son de cloche de plus, des personnes qui diront aux futurs auteurs et aux futurs best-sellers, parce que dans tous les gens que je forme, je peux vous dire que il y a des putains de talents, je le dis direct, mais des putains de talents qui sont en train d'émerger sur les classes de devenir écrivain. Moi, je vois des trucs
extraordinaire. Je ne doute pas une seconde que ces personnes-là vont faire carrière et vont faire parler d'elles dans un avenir plus ou moins proche. Voilà. Et ces gens-là auront du poids. Donc du coup, voilà. Bref, c'était la petite parenthèse youpi, pour positivons dans ce monde bien merdique. Du coup. Alors, Morgane, on sait tous que les lecteurs achètent plus de livres qu'ils n'en lisent. Oui, mais c'est la potentialité. Moi, sur ma liseuse, je suis très liseuse. Moi, sur ma liseuse, je dois avoir 400 romans et j'arrive toujours à un moment où je me dis, oh, mince, mais j'ai plus de livres. Si j'en achetais pas quelques-uns, on est d'accord que j'ai pas lu les 400 livres, mais c'est la potentialité, tu vois. La potentialité de te dire à un moment, alors, qu'est-ce que j'ai dans ma bibliothèque virtuelle? Alors ça j'ai pas envie, ça j'ai pas envie, ça j'ai pas envie. Tu vois, c'est le choix. C'est l'idée du choix. Thomas, bravo, tu as réussi à rattraper le chat. Ouais, toujours. Ah bah j'ai du level hein, là-dessus. Hein. Cyril, d'ailleurs, s'il y a des auteurs-autrices branchés historiques qui veulent créer un réseau spécialisé, je pose l'invitation ici. Alors, tout le monde a entendu Cyril. Contactez-le si vous écrivez de l'histo. Voilà. Morgan, Alan Rickman aurait dû faire des audiobooks. Oh, tellement Alan Rickman aurait dû faire des audiobooks. Oh, tellement, tellement. Andy Serkis a sorti Le Hobbit en septembre. Ouais, j'ai vu. J'ai vu. Tout à fait. Alors, Alain, bonsoir. Où se positionne le manga dans le marché littéraire? Alors, ça fait un moment que je ne me suis pas intéressée. Je crois savoir que la France est toujours le troisième consommateur, je crois, de manga. Est-ce que je dis une bêtise? Bon, on est très proche avec l'Italie, de mémoire. Alors, ce qui fonctionne très bien en ce moment avec le manga, c'est j'ai mangé le mot, si Alice est encore connectée, elle va me le dire. C'est les webcomics, ça y est. Les webcomics, c'est donc l'équivalent, les web mangas. Donc, beaucoup d'artistes font ce choix-là, en plus d'être édités traditionnellement, font ce choix d'auto-publier visuellement leur BD. Vous avez plein d'artistes hyper connus qui sont sur du manga ou sur du comics et qui fonctionnent par ce biais-là. Hein. Et je ne parle même pas de l'explosion de l'utilisation des Ulule et compagnie, hein, et qui permettent aux auteurs de BD, eux aussi, de pouvoir faire l'hybridation. C'est juste que eux ont besoin d'une mise de fonds plus importante parce que quand tu es dans une BD, surtout une BD en format européen, tu la veux en papier en fait. Donc la couverture est cartonnée, etc., etc. Donc ils ont besoin de passer par ces campagnes Ulule, ce que nous, auteurs, auteurs de livres, on a moins besoin. Mais pour ce qui est du manga, on sait que le support il est tout aussi bien que ce soit en ligne ou que ce soit en papier. Hein, c'est pas un objet de luxe le manga. Il y a cette évolution qui est faite, et notamment sur Instagram, il y a des très grands auteurs qui ont créé une communauté assez importante sur ces webcomics, et ces web mangas, parce qu'il y a des formats manga aussi. Et je sais que j'ai passé une époque, j'avais beaucoup de pubs sur Facebook qui passaient et qui faisaient la publicité de plateformes qui proposent des mangas virtuels en fait, dont j'ai mangé le nom, mais certainement que l'un ou l'une d'entre vous, vous connaissez ces plateformes hein, pour le coup. Donc c'est une évolution différente, mais qui est assez parallèle, je trouve, en comparaison pour le coup. Chali, en tout cas, j'adore toujours autant écouter tes podcasts, c'est toujours intéressant et on apprend des trucs plutôt sympathiques. Bah, c'est tout ce que je demande, c'est tout ce que je demande, donc génial. Elodie, il y en a qui ont la communauté de l'anneau, nous on l'a licar. J'avais fait des pins pour la première session. On a survécu à la première session parce que les pauvres, ils en ont pavé au début. On avait vraiment fait des trucs très lourds. On a allégé, hein, on a mis des jolies images sur les PowerPoint, etc. Mais la première session, elle en a bavé. Elle s'est bouffée 50 heures de cours. Mais les pauvres, quoi. Les pauvres. Et du coup, j'avais fait des badges. Voilà, on a survécu à la première session. Donc voilà. Ah, bah c'est cool, Cyril, je me permets de t'envoyer une invitation valable pour toutes les personnes qui répondront, mais génial, génial.
Alors, on devrait toujours commencer le chat des confs par un pour tous, tous pour un, pour que ce soit bien clair. Je relèverai pas parce que vous avez choisi un nom de promo qui n'était pas celui que j'avais proposé, donc je continue de bouder en fait. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Sylvie Licard a une excellente formation. Oh bah merci, merci. On a transpiré aussi dessus, mais j'aime tellement bâtir des formations. C'est le cœur de mon métier, hein, encore une fois, donc, mais j'aime tellement bâtir un escalier pédagogique. Je sais que quand je dis ça aux gens, ils me regardent avec des yeux comme ça, en disant, mais c'est chiant à mourir ça, les thématiques, les unités de compétences et les escaliers pédagogiques, mais personne aime ça, et moi j'adore ça. En fait. Mais je pourrais le faire sur n'importe quel sujet, hein. Du coup là je le fais sur un sujet qui me passionne, mais je l'ai eu fait sur de la fiscalité des entreprises, sur la fiscalité des collectivités locales, je vous vends du rêve là, je suis sûre. Hein. Je l'ai fait sur la loi de finances, j'ai bâti un escalier pédagogique sur une formation sur la loi de finances. Euh, donc voilà, je le ferai sur à peu près tout, hein, du coup. Cécile, l'ICAR te fait positiver dans ce monde bien merdique. C'est un bon slogan. Ah bah je suis la championne des slogans. Voilà, tu sais, des trucs que tu mets sur les frigos. Si un jour je veux me recycler, je ferai des t-shirts, tu vois, avec mes slogans à la con. Voilà. Amanda, merde, j'ai plus rien à me mettre et le placard qui déborde. Oui, mais c'est pareil pour les romans. C'est pareil, c'est pareil. Et Elodie, ah, Webtoon. Voilà, c'est ça. Merci. Ah là là, à chaque fois, Webtoon. Lorraine, c'est ça, Webtoon. Si vous lisez l'anglais, foncez. Je peux vous en recommander plein, plein, plein et c'est gratuit. C'est top cette plateforme, moi j'adore, j'adore. Donc, alors oui, par contre, je te prends tes références parce que du coup, ça fait longtemps que j'ai décroché sur le truc et puis j'ai pas d'idée de lecture, mais c'est top, c'est top. Bethany, j'ai dédicacé toute la promo Lika à la fin de mon roman. Merci, ça c'est top. Morgane, Ulule, ma carte de crédit aime-moi. Ouais, mais c'est tellement, tu sais, voilà, encore une fois, là, on est face à quelqu'un qui a inventé un système. Alors, je ne sais pas le nom de celui qui a inventé ce système-là, mais derrière, c'est une grosse boîte, certainement. Celui qui a inventé ce système-là, c'était une façon de dire aux artistes qui étaient encore plus malmenés que nous, hein, parce que alors, les auteurs de BD, parlons-en, hein. Bah alors nous, on n'est déjà pas bien considérés dans la chaîne de production du livre. Bah alors les auteurs de BD, encore moins. Hein, et les scénaristes de BD, mon Dieu. Alors là, c'est juste une catastrophe. Moi, c'est ce qui m'a fait, pour l'instant, toujours dire non aux appels du pied des grands groupes d'auteurs de BD qui me demandent d'adapter certains de mes romans en BD. Pour l'instant, j'ai toujours dit non, hein, parce que les conditions, c'est pas possible. Et Dieu sait qu'ils talonnent, hein, et que c'est des gros groupes, mais c'est juste pas possible. Hein. Donc, et Ulule permet à des artistes d'exister et de raccourcir. Vous savez, c'est les circuits courts quand tu achètes ton pot de confiture directement au producteur. Bah, Ulule, c'est ce qu'il fait un peu, hein, clairement. Et il rapproche le lecteur fan de BD à son artiste préféré. Et il donne la possibilité, sans aucune obligation, il donne la possibilité au lecteur de se transformer en mécène. Donc, et de permettre à des auteurs de BD qui, pour tout un tas de raisons, ne sont plus pas ou mal publiés par des grands éditeurs de bande dessinée, de quand même pouvoir proposer leurs œuvres. Et là, pour le coup, bah, c'est le lecteur qui juge. C'est lui qui apprécie, qui donne sa chance, qui donne pas sa chance, etc. C'est magique pour un artiste. Parce que du coup, là, il n'y a plus il y a plus d'intermédiaire. C'est le lecteur, c'est le consommateur qui valide ou qui valide pas. Et nous, on bosse pour eux, hein, donc aussi. Hein. Et donc, c'est top. Hein. Ulule, c'est vraiment magique pour ça. Hein. Alain, merci pour votre réponse. On apprend beaucoup ici. Tant mieux. Je ne dis pas que des bêtises. Alors, Karel, et Webtoon réinvente aussi la narration par rapport à des formats tradis sur papier. Oui, tu as raison. Avec les formats scrolling, tu ne racontes pas les histoires de la même façon. Bah, complètement. Ah bah oui, en tant qu'artiste et en tant que auteur de BD, quand tu fais de la mise en page, c'est absolument, c'est pas du tout pareil. Hein. Quand tu ouvres un livre comme ça, ta mise en page que tu peux faire sur une double page d'ailleurs, ou quand tu passes comme ça, c'est pensé de cette façon-là. Alors que quand tu scrolles, forcément, du coup, la progression est pas du tout la même. Hein. Donc, pour ceux qui ont fait un peu de scénar de BD et de mise en page, hein, c'est complètement différent. Donc là aussi, on réinvente complètement un nouveau canal. On invente un nouveau canal de distribution de la bande dessinée, du manga, etc. Donc les artistes, du coup, s'adaptent complètement. C'est hyper, hyper, hyper intéressant.
Hyper intéressant. Karel, et ça peut être transmédia en plus avec de la musique ou des gifs animés, etc. Des gifs animés, je sais jamais si on dit gif ou gif, hein, tout va bien. Complètement, complètement. Ah bah oui. Oh, d'ailleurs, en parlant de ça, faut que je vous raconte une anecdote que j'ai vécue il y a quelques années à Livre Paris. Parce que tu parles de transmédia, c'est exactement ça. C'était donc à Livre Paris, et je crois qu'il y a 3 ans, quelque chose comme ça. Ça devait être ça. Je pense que si Dimitri Pavlovski il est connecté, il me dira peut-être que c'est autre chose, mais bon, bref. Et c'est un jeune, enfin, une maison d'édition assez récente, parce que bah, ceux qui y travaillaient n'étaient pas particulièrement jeunes, mais c'était une maison d'édition qui était intéressante. Et l'une des autrices phares écrivait de l'érotique et des œuvres pornographiques. Donc, bon, soit les deux, enfin, elle écrivait les deux, érotique et pornographique, bref, enfin, c'est elle qui le présentait comme ça. Et du coup, ils avaient déposé un brevet, ils étaient en train de développer ça avec un grand groupe qui construisait des liseuses, du coup, qui commercialisait des liseuses. Et en fait, quand on lisait le truc, alors, il y avait un système de branchement où on pouvait brancher un vibromasseur, je vous jure que c'est vrai, hein, ce que je vous raconte, je vous jure que c'est vrai, vraiment. Donc on branchait ça à la liseuse, du coup, voilà, donc on en faisait l'usage qu'on en voulait après hein, du vibromasseur. Et en fait, quand on arrivait sur les pages où il y avait des morceaux, des passages qui étaient évidemment croustillants ou rentraient dans le vif du sujet, en fait, la liseuse déclenchait les vibrations du vibromasseur. Je vous jure. Tout ce que je dis n'est absolument pas inventé, je vous jure que c'est vrai. Et donc voilà, je ne sais pas du tout ce qu'est devenu le projet depuis, s'ils ont breveté le truc, s'ils ont. Mais voilà, donc quand tu parles de transmédia, mais dans quelques années, mais encore une fois, rien n'est impossible. On peut absolument tout inventer en termes d'association de multimédia, de lecture audio, visuelle, etc., etc. Donc voilà, j'avais complètement oublié cette anecdote, mais voilà, ça m'a fait rire. Moi, je suis, j'avais jamais lu d'éroticien, mais j'avais trouvé ça extraordinaire. Enfin, l'idée de base, vous imaginez le brainstorming des gens? Bon, les gars, les liseuses, il y en a plein, mais alors ce qu'il n'y a pas, c'est une liseuse branchée directement à du vibromasseur. Moi, je dis, forcément, il devait y avoir de l'alcool à cette soirée-là. Bon, je suis en train de vous raconter n'importe quoi, on va arrêter ce live, hein, on est bien d'accord? Surtout qu'après, Johanna les met sur YouTube en plus, donc Cyril, si on avait voté pour le nom de promotion Enterprise, on aurait commencé chaque live avec l'emoji. Bah, bien sûr, évidemment, c'est pour ça que je l'avais proposé et que personne m'a suivi. Bref, passons. Chali, je parle même de la formation à certains des clients de notre magasin quand ils m'annoncent qu'ils sont auteurs ou souhaitent le devenir. Oh bah merci, Chali. Tu sais, c'est le bouche à oreille hein, qui fait tout. Hein. Moi, je crois dur comme fer au bouche à oreille. C'est vous qui faites vivre les lives, qui faites vivre le podcast, qui faites vivre la newsletter, etc. Hein. Lily, mais t'as pas dit que t'étais connectée. C'est une amie aussi, Lily. Je veux bien les recommandations Webtoon. Bah, voilà, nickel. C'est live, j'adore. J'adore. Il y a des rencontres. Bah, Karel qui cite Laure Olympus, qui est là, enfin, je pense, hein, de loin, celle qui fait le plus parler d'elle et qui a le plus de rayonnement. C'est très, très sympa ce qu'elle fait, Laure Olympus. Hein. Si vous avez la possibilité d'aller lire, c'est très sympa. Enfin, il faut aimer un peu les revisites de mythologie, etc. Mais c'est choupinet comme tout. C'est choupinet. Lily, parce que les classements vendent pas du rêve. Ah oui, des fois, il y a des trucs un peu, voilà, un peu niche, un peu de niche. Hein. Karel, True Beauty qui va être adapté en drama, donc ça c'est des recommandations, c'est génial. Lorraine, je ferai un post hors live avec toutes mes recommandations pour pas trop encombrer non plus. Nickel, good, très bonne idée. Poste-les partage-les sur l'ICAR, du coup, pour qu'on puisse les lire. Moi, ça m'intéresse aussi, donc voilà. Alors, hop, 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 hop. Maliki aussi, très chouette artiste. Pourquoi elle a expliqué pourquoi elle passait sur Tipeee. Ah oui, hein, j'ai pas cité Tipeee, mais c'est pareil. Hein, c'est des plateformes qui permettent de rémunérer directement l'artiste en fait, donc il n'y a plus d'intermédiaire. Donc oui, oui, mais ça va se développer ça aussi. Mais encore une fois, je n'arrête pas de le dire, le milieu éditorial s'est trop longtemps reposé sur ses lauriers. Ça a fait pareil, je fais un parallèle. Ça a fait pareil pour les labels de musique. Donc à un moment aussi, il faut qu'ils comprennent
comprennent que c'est pas en s'arc-boutant sur ce qui se faisait avant que les choses vont fonctionner. Il faut qu'ils soient beaucoup plus proactifs dans le changement. Le changement est une donnée inhérente à l'existence humaine dans tous les domaines, donc évidemment dans le domaine économique aussi. Donc au lieu de dire non, non, on veut surtout pas que rien change, on veut revenir en avant, et ben il faut qu'ils se disent ok, on change, et ben allons-y, inventons le changement, soyons proactifs sur le changement, inventons autre chose, proposons autre chose, et voilà. Hop. Tata. Thomas, mort de rire, très fort comme type de livre, on voit que ça t'a marqué. Bah, c'est un concept, le livre vibrant, bah, bien sûr, bah, moi, comment ça peut ne pas marquer, enfin, un truc comme ça, quand on vous raconte ça avec le plus grand sérieux du monde, enfin, voilà. Si, il dit, ça, c'était proactif, ouais. Ah, Lily, Maliki, c'est un monsieur. Oh non, tu déconnes. Bah, tu vois, je savais pas. J'ai zéro culture en BD. Mais je sais pas pourquoi je me suis mis dans la tête que c'était une fille. Pourquoi je me suis mis dans la tête que c'était une fille? Ah, parce qu'à un moment, il a fait une publication sur le fait qu'il attendait un bébé et que du coup, tourné comme c'était, j'ai cru que c'était de lui qui parlait. C'est peut-être ça, du coup. Karel, Tipeee ou Patreon pour les artistes, ça peut changer la donne. Bah, bien sûr que ça peut changer la donne. Circuit court, hein, évidemment que ça peut changer la donne. Amanda qui dit je crois qu'on pourra dire désormais, sans exagérer, que ce livre m'a fait vibrer. C'est ça. Mais c'est pas une bonne idée. Bon, voilà ce que vous retiendrez de ce live. Ce que je dis pas comme connerie, je vous le dis. En plus, j'avais dit ce live, il va être hyper sérieux. Voilà, on aborde une thématique, un sujet, il y a un thème vachement sérieux, tout ça, tout ça. Donc voilà, on va parler un peu économie, on va parler un petit peu marché et tout, ça va être vachement sérieux. Bon, voilà, bon, bah, comme d'habitude, hein, c'est raté avec moi. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Thomas, en même temps, si les maisons d'édition savaient s'adapter, ils n'auraient pas fait autant de barrages au livre numérique, comme le marché musical qui a tenté de bloquer le streaming. Bah oui, mais Thomas, je suis complètement d'accord avec toi. Le parallèle entre l'immobilisme des labels et l'immobilisme éditorial est exactement, enfin, est très pertinent. Moi, je pense est très, très, très pertinent, particulièrement en France, hein. Donc, mais ça vient de notre tradition élitiste, de machin chose, etc., hein. Donc, ça, c'est clair, hein, c'est clair. Donc, complètement, hein, complètement. Mais ils devront s'adapter, hein. De toute façon, là, on vit un contexte de changement, donc ils vont s'adapter. Et je pense que nous, auteurs, on n'est clairement pas les plus mal lotis, hein. Vraiment, les plus mal lotis, c'est certains éditeurs, certains libraires, hélas. Voilà, mais nous, on n'est pas les plus mal lotis, hein. Je pense, hein, je pense. Donc, faut rien lâcher, hein. Faut continuer à se développer, il faut continuer. Et moi, je vous le dis, parce que j'ai l'air de beaucoup parler de l'auto-édition, etc., parce que c'est quelque chose qu'on connaît un petit peu moins. Mais moi qui ai sorti un livre, qui vient de sortir un livre en auto-édition, je n'ai absolument pas l'intention de lâcher l'édition traditionnelle. Donc voilà, le bouquin sur lequel je travaille, il va partir dans un éditeur traditionnel. Donc ce que je veux dire, c'est que voilà, hein, je ne vais pas du tout renoncer, il ne faut pas renoncer à la carrière en édition traditionnelle parce qu'encore une fois elle mourra pas, hein. Donc elle va se transformer, mais clairement elle mourra pas, donc voilà, hein, clairement. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on a fait le tour de cette thématique? Je vous remercie de m'avoir accompagné sur cette thématique qui est un peu compliquée parce qu'on est sûr de rien, parce que personne n'a les certitudes, personne a de vérité universelle, parce qu'il n'existe aucune vérité universelle et objective, hein, on est bien d'accord. Donc chacun a sa vérité et puis défend sa vérité. Donc c'est un contexte compliqué et je suis super contente que vous soyez restés jusqu'au bout et qu'on ait parlé de tout ça, qu'on ait échangé de tout ça, c'est top. Karel, un bon livre n'est qu'un livre publié sur papier dans une grande maison, c'est évident. Oui, c'est ça, oui, bien sûr, tout à fait. Tout à fait. Le traditionnel français et le modernisme US qu'on a avec le marché du livre numérique, ça me fait penser à la série Emily in Paris.
où l'héroïne arrive avec sa vision américaine des réseaux sociaux, le parallèle est plutôt intéressant. Oui, tu as raison, tu as raison. Mais oui, hein, mais oui, hein. Mais ça vient aussi de l'histoire de France, hein, qui a rayonné pendant des décennies et des décennies sur l'Europe, qui à l'époque était le monde, hein, ni plus ni moins, et qui a conservé, je pense, en mémoire historique et génétique presque, cette idée de on est mieux que les autres en fait. On a un bagage historique, culturel, un savoir-faire qui est un peu supérieur à nos voisins. Donc du coup, on a tendance, les analystes j'entends, hein, à regarder avec beaucoup de condescendance d'autres pays, alors que voilà, alors que il est loin le temps où on dominait l'Europe d'une part, et d'autre part, on dominait pas l'Europe pour de bonnes raisons, hein, donc aussi, hein, donc les contextes changent, tout ça, donc voilà. Mais tout à fait, je suis d'accord avec toi, d'accord avec toi. Thomas, je pense qu'avec le confinement, le marché du livre numérique va progresser, surtout quand on voit les prix, même si le livre papier ne disparaîtra jamais. Oui, bah, il serait temps qu'ils comprennent qu'on ne peut pas vendre un livre e-book 12 euros. Enfin, moi, quand je vois, bah, je pense que vous l'avez vu aussi, hein, quand je vois qu'il y a des éditeurs qui vendent des e-books à 13 euros, bah non, en fait. Non. Alors après, on n'a pas notre mot à dire hein, sur les éditeurs qui vendent nos e-books. On n'a pas du tout notre mot à dire sur le prix. Hein. Donc, de toute façon, voilà, hein, on est tributaire. Mais enfin, si on nous posait la question à un moment, bah non, en fait, non. Juste non. Ah, Johanna, pour le livre numérique, il y a eu aussi la dimension croire en l'essor du marché et l'alimenter, parce que les éditeurs se sont retranchés derrière le fait que le numérique ne s'installait pas aussi vite en France que dans d'autres pays. Oui, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Il fait hello, Johanna. Mais elle est en furtif, Johanna, pour vérifier que je dise pas trop de bêtises. Bon, alors du coup, elle est servie. Mais donc voilà. Bien, eh bien, si on a fait le tour, tu n'as pas de nom en fait. Morgane, c'est principalement le prix des e-books qui ne me donne pas envie. Bah oui, bah oui. Alors moi, si on me pose la question, hein, en tant qu'auteur et auto-édité, au-delà de 10 euros, c'est pas possible. Hein. Déjà 10 euros, c'est énorme. Hein. Mais voilà. Moi, dès que ça dépasse 10 euros, c'est inenvisageable. Et j'ai déjà acheté des e-books des e-books à plus de 10 euros, malheureusement, parce que pour des raisons de place et d'éthique personnelle, moi, je suis quasiment que e-book. Et donc, je voulais absolument cette histoire-là et ce roman-là. Hein. Donc, du coup, bah, j'ai dû acheter le e-book le plus cher que j'ai acheté, c'est, je crois, 13,50, quelque chose comme ça. Mais j'ai boité, quoi. Donc, vraiment. Donc, euh, donc oui, c'était inacceptable. Et inacceptable. Bon, alors après, hein, je sais très bien que c'est pas la faute de ce pauvre auteur, hein, qui doit même se désespérer de voir les e-books à ce prix-là, parce que bien sûr, ils se vendent moins. Alors après, bien sûr, c'est de sa condition où on se dit, oui, mais les e-books, ils se vendent pas, donc ça sert à rien. Bah ouais, mais si tu vends des e-books à 13 euros, bah oui, effectivement, ils se vendent pas. Voilà. Donc, Thomas, le prix des e-books en France est dû aux éditeurs qui se sont mis d'accord afin d'empêcher son essor. Ah oui, ça c'est sûr, il y avait une dimension politique à l'époque. Oui, oui, non mais complètement. Ah oui, oui, complètement. Mais quand je vois pour le prix d'un livre physique en France, je me fais une collection complète d'une série en anglais. Mais oui, 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 oui. Mais ils ont fait encore une fois, hein, les labels de musique ont fait ça. Hein. Enfin, pas ça précisément, mais ils ont créé des coalitions. Mais les coalitions, elles ne tiennent pas en fait. Donc non, ils sont puissants, mais pas assez puissants. Donc voilà. Et ils seront obligés de revoir leurs prétentions à la baisse hein, s'ils veulent ne pas s'asseoir sur un marché qui est quand même très important du e-book et qui sera de plus en plus important. Hein. Clairement. Marion qui dit, quand j'ai voulu acheter le tome 2 de l'Amie prodigieuse, il était à 23 euros. Non, mais 23 euros. Un e-book à 23 euros. Non, mais alors là, tu vois, je pensais qu'à 13,50 euros. Déjà, je m'étais fait mais arnaquer de la mort, voilà, honnêtement. Je pensais qu'on était au bout du bout de. Mais alors 23 euros. Mais 23 euros. Sachant que je suis sûre que sur ce bouquin-là, l'auteur, il gagne pas plus que sur du papier. Hein. Papier qui a déjà été publié. Donc, il n'y a aucun travail nouveau éditorial qui est mis en place, etc. Il n'y a pas de frais d'édition, d'impression, etc. Hein. Et l'auteur, lui, il gagne toujours la même chose. Voilà. Bah, du coup, tu l'as acheté en anglais, bah ouais.
Chez Ali, on en revient à MXM qui les vend à 5,99 € avec des opérations régulières et qui offre le numérique pour l'achat d'un papier. Mais oui, ben oui, mais elle regarde ce qui se passe aussi aux États-Unis, MXM, hein. Elles sont très, très, très au fait du marché américain, hein, donc voilà. Mais oui, hein, c'est la moyenne, hein, c'est la moyenne, hein. Quand on regarde les e-books aux États-Unis, c'est ça, hein, c'est 5,99, 4,99, c'est à ces alentours. Mais comment vous voulez justifier plus? Encore une fois, tous ces e-books ont eu une vie papier. Donc le travail éditorial, il est déjà rémunéré sur la vente papier. Donc sur les 80% qui sont redispatchés, redistribués, etc. Donc un e-book, c'est pas entendable de le payer plus de 10 balles. C'est pas entendable, en fait. Voilà. Enfin, encore une fois, il y a moins d'intermédiaires, il y a moins de travail qui est fait dessus, c'est pas entendable hein, pour un consommateur. Donc, Johanna qui répond, en fait, au début, ils avaient pour logique, les éditeurs, d'aligner le prix sur le prix papier en invoquant la loi du prix unique du livre. Et c'est peut-être moins une stratégie d'étouffement du marché qu'une peur que le prix du livre papier s'effondre. Mais c'est une vision de court terme, c'est sûr. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Alors, pour la petite info, hein, Johanna a une vie avant d'être coach en accompagnement de projets littéraires. Voilà, et elle était conservateur de bibliothèque. Donc c'est un sujet, c'est pour ça que voilà, elle le maîtrise. Et de mémoire, à moins que je raconte des conneries, mais de mémoire, elle avait une spécialisation sur l'offre numérique du livre, etc., la politique numérique, etc., etc. Donc c'est un sujet qu'elle maîtrise très 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 bien pour le coup, pour le coup. Donc ça c'est certain, c'est certain. Donc voilà pour tout ce que je voulais dire sur le sujet. Bah oui, bah comme d'habitude, hein, on a fait presque 2 heures. Donc merci à ceux qui sont encore là et qui sont encore connectés. Et donc voilà. Donc il y a deux solutions. Soit comme vous êtes coincé chez vous à cause du confinement, vous vous ennuyez et vous suivez. Option numéro 1. Option numéro 2, vous vous éclatez durant ces lives et on passe un bon moment. Moi je dis que comme j'ai le droit de choisir les deux options, et ben je prends celle qui m'intéresse le plus, donc la deuxième, et je vais me dire que voilà, si vous enquillez 2 heures de live avec moi, c'est que vous prenez beaucoup de plaisir, tout comme moi, à le faire. Donc, des petites choses que je voulais vous dire. Oui, pensez, si ça vous intéresse, pensez à faire tourner le podcast. Ah oui, d'ailleurs, je fais un appel. S'il y en a, si certains d'entre vous ont des idées pour mettre en avant le podcast, pour le faire circuler, pour lui donner plus de visibilité, on est complètement on est ouvert à toute suggestion, Johanna et moi. Donc vraiment, on prend toutes vos suggestions. On est en train de toiletter le podcast, changer le visuel, etc., etc. Donc on réfléchit à plein de choses. Donc si certains ou certaines d'entre vous ont des idées, et je suis sûre que vous en avez, parce que vous êtes toujours plein de ressources, n'hésitez pas, vous nous envoyez des messages partout, sur Instagram, sur Facebook, en nous envoyant un mail directement. Enfin voilà, surtout n'hésitez pas, si vous avez des idées, on est preneuse. Ça va vraiment ça va vraiment nous aider et ça va vraiment aider le podcast. Donc du coup, voilà, c'était ce que je voulais vous demander et soumettre à votre sagacité. Du coup, et plus on est de cerveau et plus on est efficace. Donc voilà, c'était ma demande du jour, ma sollicitation et ma requête. Voilà ce que je voulais vous dire. On se retrouve de toute façon, nous, dans 15 jours pour un nouveau live. D'ailleurs, si vous réfléchissez à des thèmes que vous aimeriez qu'on aborde, des discussions, etc., surtout, n'hésitez pas. Si vous avez envie qu'on crée un Discord ou des groupes sur tous les gens qui sont sur l'ICAR, mais surtout, n'hésitez pas, on sera ravis de le faire. Enfin, moi, je suis ouverte à toutes sortes de suggestions, hein. Encore une fois, c'est très, très sympa. Voilà ce que je voulais vous dire. Et ah oui, ce que je voulais vous dire aussi pour celles et ceux qui me l'ont déjà demandé, donc la prochaine session de l'ICAR, elle sera début 2021, du coup, et si les inscriptions ne sont évidemment pas encore ouvertes, la salle d'attente, elle est ouverte, la liste d'attente, pardon, elle est ouverte, donc si ça vous dit de vous éclater et puis de bouffer ce milieu et de se donner toutes les chances, bah, vous n'hésitez pas, vous vous inscrivez, puis nous on vous bip, il n'y a pas d'obligation, hein, mais du coup en vous inscrivant, de toute façon vous savez qu'on va vous tenir au courant plus vite, c'est de ce point de vue-là, donc n'hésitez pas. Donc voilà, alors qu'est-ce qui... Nana,
Option 2, merci beaucoup. Ouais, moi aussi, option 2. Option 2. Merci pour ce super live. Ben, merci à vous d'être là. Option 2, merci Morgane. Merci, on s'éclate. C'est pour ça qu'on est là. C'est génial comme d'habitude. Ben, merci hein. Fanny. Merci Lucie, c'est toujours un plaisir. Ben, merci à toi. Merci Bethany. Merci KM. Merci. Merci Margot. Marion, suggestion, communauté Nanovrimo et forum associé. Pour le podcast, Marion, dis-moi si j'ai bien compris ou pas. Envoie-moi un petit message, du coup, si jamais c'est ça qu'on développe, du coup, parce que j'ai pas compris, donc voilà. Bethany, si certains veulent m'ajouter, à plusieurs c'est mieux. Oui, à plusieurs on est plus fort. Autre slogan, voilà. Hein. Merci, Amanda. Thomas, contactez Europe 1 pour qu'ils en parlent dans leur émission média. Oh bah oui, on peut rêver, bien sûr, tout à fait. Europe 1, tu parles. Merci pour ce live fort intéressant et branché. Merci Alaine, merci Lova. Oh oui, un Discord, je prends. Bah oui, créons un Discord. Bah, moi, je suis pour, hein. Un Discord Licard, pas de problème. On vous crée ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Amanda, je dirais même plus, merci pour ce live vibrant de vérité. Ouais, ce sera le mot du. C'est bien, je suis ravie que en presque 2 heures de live sur un sujet aussi important, vous n'ayez retenu que mon histoire de liseuse vibrante. Voilà. Hein. Thomas, oui, bah, qui ne tente rien à rien, c'est vrai, on pourrait les solliciter, hein, tout à fait, on se relèvera d'un refus et d'un énième refus. Hein. Tout à fait. Bref, voilà tout ce que je voulais vous raconter. Quoi qu'il arrive, on se retrouve dans 15 jours, ici, même heure, même endroit. Pour les élèves de l'ICAR qui sont là, on se retrouve la semaine prochaine parce que je prends exceptionnellement, comme je vous l'avais dit, un live spécial sur le polar et dérivés, donc accrochez-vous. Et donc voilà, et bien sûr à très vite pour les podcasts et sur les réseaux sociaux, etc. etc. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci beaucoup pour votre présence. À très très vite et prenez soin de vous.